Tu as gagné ton dossard pour le marathon pour tous des Jeux Olympiques Paris 2024 et tu te demandes comment le préparer. Eh bien, écoute bien cet épisode de mon podcast Kilomètre 42 dans lequel je reçois Romain Adam. Romain Adam est le cofondateur avec son frère de l'application Run Motion Coach et il va faire son 9e marathon lors du marathon pour tous. Donc il a une grosse expérience du marathon, son meilleur temps sur marathon c'est 2h34. Et avec son frère, ils ont aussi repéré le parcours du marathon pour tous. Et oui, ils sont allés courir sur le parcours pour repérer les grandes difficultés et notamment les fameuses côtes dont on parle beaucoup. Avec Romain, nous avons donc parlé de comment préparer ce marathon pour tous, comment choisir son allure, quelles sont les difficultés, comment préparer à courir de nuit, comment gérer l'hydratation, comment gérer la chaleur, comment gérer les repas, quels sont les pièges dans lesquels il ne faut pas tomber et comment être prêt pour profiter de cette belle fête avec, je te rappelle, un impératif, c'est surtout de ne pas s'épuiser avant pour être bien au départ de cette course totalement unique. Allez, je te laisse écouter maintenant ma discussion avec Romain. C'est parti. Bonjour Romain. Bonjour Bertrand, bonjour à tous. Comment vas-tu? Ouais, ça va très bien. Avec le retour du beau temps, ça permet de se réentraîner bien et de passer véritablement au t-shirt et aux shorts. Donc quand on est coureur, c'est forcément positif. Alors, je te demanderai de ne pas te prononcer trop vite sur le retour du beau temps, parce que ma météo annonce de la pluie. On enregistre le lundi 13 mai, donc je le dis. Moi, ma application météo m'annonce de la pluie sur la fin de la semaine et dans les jours qui viennent. Cet épisode sera diffusé le 15 mai, d'accord? Donc, effectivement, j'ai eu beau temps. Si jamais il pleut, vous saurez que c'est de ta faute. D'accord? C'est ça. Non, trêve de plaisanterie, t'as entièrement raison. Hein. En plus, là, on part pour une préparation, pour un bon paquet de personnes, en tout cas. Alors, il y en a qui préparent déjà, hein, et on va en parler justement de cette histoire. Aujourd'hui, c'est un épisode, on va dire, beaucoup marathon pour tous et beaucoup un peu marathon, hein, parce que je pense que les conseils qu'on va donner vont servir, même si toutes les courses n'ont pas le profil du marathon pour tous, que ce soit les heures de départ, que ce soit les petites côtes, les côtelettes, je sais pas comment on peut les appeler, ou les grandes côtes. Mais d'abord, je vais te laisser te présenter en quelques mots pour ceux qui te connaissent pas. Alors, même si on a déjà fait un épisode, je ne sais pas il y a combien de temps, 2-3 ans avec ton frère. Je crois que c'était au moment du confinement dans ces zones-là, hein, ou je sais pas quoi. Ouais, exactement. Je crois que c'était pour donner des conseils pour aller courir malgré le confinement. Heureusement, ça fait longtemps que c'est fini. Moi, je vais me présenter. Donc, je suis le frère de Guillaume qui vient d'être papa. Donc, c'est moi qui intervient aujourd'hui. Moi, je suis Romain Adam, cofondateur de l'application Run Motion Coach. Ça fait plus de 20 ans que je cours. Je suis un grand passionné de course à pied. Ça va être là sur le marathon pour tous, ce sera mon 9e marathon. J'ai un record personnel en 2h34, donc je commence à avoir l'habitude de cette distance. Même si le marathon te rend forcément humble et quand tu es au départ d'une course, tu sais jamais exactement comment ça va se passer. C'est aussi ça la magie de cette course. Et puis j'essaye d'avoir une pratique variée puisque je fais aussi pas mal de trail. Alors moins cette année, mais l'année dernière j'ai fait l'ultra trail du Mont Blanc. Donc j'essaye d'avoir une pratique variée et puis d'accompagner le plus grand nombre de coureurs grâce à l'application Run Motion Coach. Et quel est le plus rapide des deux frères? C'est Guillaume qui est un peu plus rapide. Il a été à tête en équipe de France d'athlétisme et il me met une dizaine de minutes sur marathon. Donc voilà, j'avoue, il est plus rapide que moi. Alors après sur l'ultra trail, ça c'est un peu inversé, donc ça dépend aussi, chacun un peu ses points forts. En tout cas, je suis très fier de lui et même si je suis derrière, j'ai pas à rougir non plus de mes chronos, donc ça reste une rivalité saine. On l'a pas encore dit, Guillaume, c'est mon frère jumeau, donc c'est vrai qu'il peut avoir cette rivalité gemellaire, mais elle est pour l'instant en tout cas très saine et ça nous permet aussi de s'entraîner régulièrement ensemble et puis de se motiver. En fait, je te posais la question parce que tu sais, en plus sur Netflix, il y a un documentaire sur les jumeaux, on le fait manger différemment, on regarde un qui est vegan, etc. Et je me disais, mais pourquoi il y en a un qui est 10 minutes plus rapide que l'autre, par exemple sur marathon? Comment tu l'expliques, toi? Je pense que c'est des parcours de vie qui sont un peu différents. Guillaume, il a été en sport-études, en école d'ingénieur en sport-études. Et donc ici, il s'est plus entraîné, on va dire, autour de 18, 22 ans. Et donc, ça lui a permis aussi d'accélérer et de progresser plus. Alors moi, j'avais un niveau national, donc j'avais pas non plus à rougir, mais Guillaume, il a été à un niveau international. Et donc forcément, c'est un peu plus d'entraînement à un moment donné de la vie qui fait que c'est aussi des minutes que tu gagnes à ce moment-là. Et après,
un niveau de pratique maintenant qui est plutôt de l'ordre du loisir, même si on essaye de garder un niveau de pratique abouti. Et donc maintenant, on s'entraîne un peu de la même manière, mais l'avance qu'il a eu à ce moment-là, ça lui a permis de la conserver. Et finalement, l'avantage aussi de la course à pied, c'est que parce que tu travailles à un moment donné, c'est aussi un acquis pour le reste de ta vie de coureur. Et donc, voilà, des dizaines d'années d'entraînement derrière, forcément, ça laisse des traces et du coup, ça laisse la possibilité de se faire plaisir et même en ayant un peu moins d'entraînement, de garder un bon niveau de performance. Bon, ce qui montre que c'est pas qu'une histoire de génétique, hein, quand même, l'histoire de la performance, parce que c'est vrai qu'il y en a certains qui disent, ouais, c'est la génétique, etc. Mais même en étant frères jumeaux, vous avez un écart et que tu as très bien expliqué. Je trouve que c'est intéressant, justement, d'avoir les explications, parce qu'on pourrait se dire, vous n'êtes pas les seuls frères, en plus, jumeaux dans le monde de la course, hein, parce qu'il y en a d'autres, des bons, hein, qui galopent bien, quand même, hein. Oui, il y a les frères Gras, par exemple, sur marathon, qui sont autour de 2h10 sur marathon, donc qui courent vraiment très vite. Voilà. Et puis après, c'est des choix de vie. À un moment donné, voilà, quand on est amateur, je pense que c'est le cas de la plupart d'entre nous. Quand on est amateur, finalement, on peut faire des choix à certains moments, et puis ça ne nous empêche pas d'avoir tous la même passion. Et donc, même si au final les chronos sont un peu différents, on est tous unis par cette passion de la course à pied. Et donc voilà, moi je pense que c'est avant tout ça qu'il faut retenir. Et puis après, forcément, il y a des facteurs, typiquement nutrition, mais là on pourrait pas dire forcément que on a une nutrition qui est forcément très différente. On a un environnement qui est aussi assez proche parce que Guillaume habite Chambéry, moi j'habite pas très loin de Chambéry. Donc voilà, globalement c'est plus à un moment donné un temps que tu vas passer ou un investissement qui va être très important et qui va te permettre de franchir certains paliers. Et si tu as passé cet investissement-là à un moment donné, et ben tu progresses quand même, tu te fais quand même plaisir, mais tu vas pas forcément atteindre ce niveau on va dire international quand c'est comme c'était le cas de Guillaume qui s'entraînait de plus de 12 fois par semaine à ce moment-là. Moi je m'entraînais 7 fois, c'était déjà bien. Et donc voilà. En gros c'est finalement c'est aussi des petits détails qui permettent de franchir certains paliers. Guillaume a aussi eu des courses sur piste qui étaient des courses de vraiment de haut niveau et donc après ça permet de gagner aussi plus d'expérience et donc tu capitalises sur des petits détails qui sont des détails à ce moment-là mais qui permettent de franchir des paliers. Ouais, on pourrait appeler ça l'effet cumulé aussi. Tous ces petits détails, ces heures de course, ces courses en plus, ces heures d'entraînement qui, l'air de rien, ne paraissent pas grand-chose, mais quand tu les ajoutes sur des années, ça fait des minutes à la fin. Et d'ailleurs, pour rappeler que la course est vraiment le territoire de ce cumul d'efforts, comment on arrive à cumuler les efforts et que c'est un sport d'expérience quand même, hein, faut le dire. Hein. Il faut cumuler du kilomètre, il faut cumuler de l'expérience, des années pour progresser. Et c'est l'une des réalités de la course à pied quand même. Il faut avoir envie de ça finalement, de pas forcément avoir un résultat immédiat dans nos sociétés où on veut tout de suite. C'est parfois frustrant, mais en tout cas c'est comme tu le dis bien, c'est le fait d'avoir un entraînement régulier qui fait que peut-être cette année pour une raison X ou Y tu vas peut-être faire une erreur, je sais pas, de nutrition par exemple sur un marathon ou sur un trail. Très souvent c'est les premières erreurs que tu fais ou de mauvais matériel. La fois suivante, tu auras peut-être le même niveau ou tu auras à peu près la même charge d'entraînement, mais par contre tu vas beaucoup mieux réussir et c'est ça aussi l'intérêt des sports d'endurance, c'est que à un niveau de performance intrinsèque égal, tu peux gagner encore des minutes parce que tu vas soigner certains détails et donc c'est ça aussi qui fait que moi par exemple ce sera mon 9e marathon. Je suis peut-être pas beaucoup plus fort que sur mon premier, mais par contre j'ai acquis une expérience et qui fait que j'ai gagné déjà presque 5 minutes sur mon premier marathon. Ouais. Et c'est vrai que c'est des histoires d'expérience parce que ça fait 9 marathons en combien d'années en fait? C'était en 2018 mon premier. J'en ai fait quelques-uns, ouais. J'en ai fait 2 à 3 par an, à part en 2020. Ouais, bon, il n'y a pas grand monde qui a fait grand chose en 2020, mis à part, on avait fait un épisode sur le marathon de Nevers qui était en fin d'année, il avait réussi cette performance de l'organiser, même si ils avaient dû changer le parcours. On avait fait un épisode spécifique sur le sujet. Mais c'est vrai que... Oui, puis là, cette année, moi, je vais en faire 3 là, de marathon. J'ai fait celui de Rome. Donc là, je viens de faire 2h35. Je vais faire celui du marathon pour tous. Évidemment, ce sera pas pour un chrono parce que là, ce sera très, très compliqué. Déjà d'approcher son chrono de 10 minutes, ce sera déjà très bien. Et puis, plutôt Valence en fin d'année, ce sera le premier marathon que je fais qui est véritablement très plat. Et donc là, l'objectif sera de passer sous les 2h30 au marathon. Donc je vais m'entraîner assez fort en fin d'année pour ça.
D'accord. Et on l'a pas dit. T'as quel âge? Je me rappelle pas. Oh, tu l'as dit en fait. 34 ans, oui. 34 ans. Ouais, t'es un gamin. Tu penses qu'on peut progresser jusqu'à quel âge? Pour ceux qui se posent des questions, parce que moi je dis, quand on commence vieux comme moi, on ne sait pas jusqu'à quel âge on peut progresser, parce qu'en commençant vieux, de toute façon, dès du moment que tu commences à courir, tu ne fais que progresser. Mais ceux qui ont commencé comme ça, jeunes, comme toi, qui courent depuis 20 ans, tu le dis, tu Oui. penses que tu peux progresser jusqu'à quel âge et en quoi réside d'ailleurs pour toi la progression? Est-ce que ce sera que du temps ou est-ce qu'il y aura d'autres éléments que tu vas juger en progression? Alors, ce qui est assez indéniable, c'est plus on avance en âge, plus c'est difficile d'aller très vite. Par exemple, Hum, moi, j'ai fait beaucoup de pistes, du 800 et du 1500 mètres. Clairement, j'arriverai pas du tout à faire les chronos que je faisais quand j'avais 23 ans. Par contre, plus on va sur des distances longues et plus ça permet en fait d'avoir de l'endurance, de la résistance et puis l'expérience qui rentre en compte. Donc c'est aussi pour ça que je me suis mis sur marathon et sur trail pour éviter d'avoir à comparer les fameux 2 tours de piste que sont le 800 mètres sur piste. Voilà, j'avais un peu l'impression de tourner en rond. L'avantage, c'était de découvrir de nouvelles sensations. Donc, c'est toujours important, finalement, c'est presque un nouveau sport, en fait, de faire du marathon et du trail quand on vient de la piste. Et donc, moi, j'ai toujours adoré ça. Après, nous, ce qu'on voit sur l'application Run Motion Coach, c'est qu'il y a des gens qui commencent très tard, enfin très tard à la quarantaine, et puis qui en fait potentiellement ont pas forcément fait du sport parce que à l'école on leur disait qu'ils étaient pas bons en endurance ou que la course hum, à pied c'était pas fait pour eux, et puis qui se découvrent sur le tard. On a eu un exemple, je me rappelle du marathon de Paris l'année dernière, quelqu'un qui a fait son premier marathon à 45 ans je crois. Ça fait un an qu'il s'était préparé, qu'il avait commencé avec l'application Run Motion, et il a fait 3h15 au marathon de Paris l'année dernière. Et donc il est finalement pas si mauvais que ça quand les profs de PS lui disaient qu'il n'avait pas de compétences ou d'appétence pour le fond. Et effectivement, il en avait, mais il l'a découvert sur le tard. Et donc lui, c'est typiquement quelqu'un qui est capable de progresser peut-être même jusqu'à 50 ans, parce que quand tu es vraiment neuf dans un domaine, je pense que tu vas vraiment exploiter ton potentiel qu'au bout de la 4e ou la 5e année. Et donc si tu commences à 45 ans, c'est possible que ta top performance elle soit à 50. Après, plus tu commences tard, plus ça va quand même être compliqué, mais globalement, c'est un peu plutôt le niveau de pratique et comment l'investissement que tu vas y mettre qui est vraiment important. Voilà. Puis après, sur l'ultra trail, c'est même encore différent. Il y avait des gens comme Marco Olmo qui a gagné l'UTMB à 60 ans. hum. Donc sur ultra trail où il y a vraiment une gestion de l'effort qui est vraiment très important et l'aspect mental qui est vraiment prépondérant. Là, on peut aller même jusqu'à après les 50 ans pour progresser encore sur l'ultra trail. Ouais. Et puis moi je l'ai vu parce que je me rappelle déjà en club qui avait 60 ans, qui faisait de l'Ironman, qui avançait à une vitesse, etc. Qui, c'est vrai que potentiellement, normalement, il ne progresse plus au terme des capacités physiques, mais par contre, qui progressait sur d'autres aspects, sur l'entraînement et tout. Et certains aussi, ils progressaient sur d'autres aspects, c'est le temps qu'ils avaient, en fait. Plus d'enfants à la maison, un travail. Il y en avait un, je te jure, en niveau d'entraînement, il avait des heures de professionnel. C'est-à-dire que plus d'enfants à la maison, il pouvait s'entraîner quand il voulait, le week-end tranquillement. Il n'était pas encore papy, tu vois. Il avait une zone d'entraînement et puis il pouvait faire. J'ai envie de dire, il avait les moyens en plus parce que maison payée. S'il avait pu s'acheter un vélo qui allait plus vite sur triathlon. En alimentation, il pouvait faire des trucs. Enfin, finalement, les conditions, j'ai envie de dire globales s'était amélioré par rapport à ce qu'il faisait peut-être 15 ans avant quand il avait ses enfants qui avaient 5 ou 6 ans à la maison et tout quoi. Oui, en particulier sur Ironman, comme tu dis, ouais, tu dois enchaîner des heures d'entraînement, peut-être rapprocher les 15 ou 20 heures par semaine. C'est vrai qu'à caser, c'est très compliqué. Et l'avantage du marathon, c'est qu'en général, entre 7 et 10 heures par semaine, ça permet déjà de déjà bien optimiser son potentiel. Et c'est aussi l'avantage de cette distance ou après même 10 km ou semi-marathon. Si on s'entraîne déjà 4-5 fois dans la semaine, c'est déjà pas mal. Ça permet déjà de faire de belles choses. Ouais. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet sur le marathon pour tous. Mais c'est intéressant ces considérations parce que j'aime bien avoir un petit peu l'envers du décor. On l'a pas dit, c'est ton frère qui a signé le bouquin. Vous avez un chouette bouquin. C'est ton frère qui l'a écrit ou vous avez écrit à deux et puis c'est lui qui a signé? C'est le plus rapide. Non, c'est véritablement Guillaume qui l'a écrit. J'ai juste fait quelques relectures. C'est ma bible du running, du trail et du marathon. Mm. Et il a passé pas mal de week-ends et pas mal de soirées dessus parce que voilà, il n'y a pas non plus beaucoup de temps en dehors de l'entreprise. Donc ouais, ça a été un projet passion pendant près d'une année. Ouais. Ça prend du temps. Ça prend du temps, hein, l'écriture des bouquins.
Bon, bref, alors, ce marathon pour tous. Maintenant, les gens le savent qui écoutent le podcast. Maintenant, j'ai mon dossard depuis quelques jours. Hein, ça fait une semaine que je sais que j'ai le dossard. Il y a des gens qui savent depuis longtemps qu'ils ont le dossard, etc. Il y a des gens qui ont déjà fait du marathon. Pour eux, c'est, j'ai envie de dire, connu, quoi, ceux qui en ont fait. Par contre, il y a plein de gens qui n'ont jamais fait de marathon, qui se posent plein de questions et qui se retrouvent à faire ce marathon-là. Ou d'autres marathons, hein, parce qu'on aura ce cas-là d'autres marathons, et qui se disent, mais comment est-ce que ça se prépare un marathon? Comment je peux bien préparer ça? Et notamment, il y a quelqu'un qui m'a envoyé une question que j'ai trouvé, qui m'a dit, je pense, alors je sais pas comment il m'a dit, c'est peut-être le seul à pouvoir répondre à la question. Je dis, je pense pas être le seul à pouvoir répondre à la question, mais notamment sur un truc. Et je pense sur ce marathon pour tous, c'est super compliqué de répondre, c'est à quelle allure prévoir de courir ce marathon, à quelle allure on peut le prévoir. Est-ce qu'on se fixe sur un temps, sachant que vous, avec ton frère, vous avez reconnu, vous avez vu que ça montait, que ça descendait, qu'il y a du dénivelé, etc. Sur quelle base de temps, sur quelle base, tu vois, parce que comment on calcule ça à peu près pour estimer à quelle vitesse faut s'entraîner pour préparer cette course? Alors il y a plein de questions dans Ouais. ta question. Donc en fait, déjà la première chose, dire sur un marathon plat, ce que tu peux faire. Alors nous, dans notre application et sur notre site internet, on a un calculateur de prédicteur de performance. Donc par exemple, tu vas rentrer un chrono sur 10 km et sur semi, on va te donner directement ton potentiel sur marathon, parce que ça prend en compte ta VMA et ton indice d'endurance, parce que tu peux avoir deux personnes qui font par exemple un semi-marathon en 1h30. Il y en a un qui va peut-être faire 3h10 et l'autre qui va faire 3h20 au marathon. Donc ça faudrait prendre en compte idéalement d'autres distances que le semi-marathon, mais globalement ce que tu peux faire, c'est tu prends ton temps sur semi-marathon, parce qu'en général quand on passe sur marathon, c'est on s'est déjà testé sur la distance du semi-marathon, et là tu peux prendre en général plus 10 minutes ou plus 15 minutes si t'as pas trop d'endurance par rapport à ce temps de passage, et tu multiplies par 2, ça te permet en général d'approximer assez bien ce chrono. Après, il peut y avoir différents paramètres, mais en tout cas, si c'est ton premier marathon, tu peux déjà partir là-dessus, en évitant de partir trop vite, parce que le risque et le piège que font la plupart des coureurs quand ils démarrent sur marathon, c'est de penser que le marathon, on peut le courir à une vitesse rapide. Et en fait, sur marathon, si tu te fais pas un peu chier sur le premier semi, c'est que globalement, t'es parti un peu vite. Donc on fait tous cette erreur-là en se disant, en fait, faut être vraiment le plus relâché possible, au moins jusqu'au semi-marathon. C'est un conseil, et puis évidemment pas rater de ravitaillement. Et puis après, sur le marathon pour tous, alors j'ai un élément de réponse par rapport à ça, c'est que en fait le parcours jusqu'au kilomètre 15, il est plat. Donc tu pars sur ta véritable allure marathon d'un marathon plat finalement, surtout pas plus vite, mais tu pars sur cette allure-là. Et puis après, entre le kilomètre 15 et le kilomètre 29, là t'as beaucoup de dénivelé. Donc là, je te conseille plutôt de faire aux sensations et d'essayer de garder le même rythme cardiaque. Par exemple, si tu as une ceinture fréquence cardiaque, tu gardes le même rythme cardiaque. Donc ce sera probablement dans les montées peut-être 30 secondes moins vite au kilomètre, parce qu'il y a des montées qui sont vraiment très raides. Et donc là, même pour des gens pour qui c'est le premier marathon et qui vont plutôt viser 4 heures ou voire même 5 heures, là c'est même possible d'alterner marche-course sur certaines portions. Parce que c'est vraiment pas cadeau. Il y a une première montée qui fait 5 km, qui est déjà bien raide. Et puis après, il y a un énorme mur qui sera au 29e kilomètre. Pardon, c'est près de 1 km à 13%. Et là, c'est vraiment très, très dur. Donc, ce sera pas simple. Et puis, il restera 10 km après, à partir du kilomètre 32, où là, ça redevient plat. Mais là, c'est ce qui te reste, et est-ce que tu es capable de retenir et de retrouver une allure classique de marathon. Ouais. Donc, C'est intéressant. Déjà en temps normal, faut pas partir trop vite. Ouais. Mais là encore plus sur le marathon pour tous. Ouais, c'est intéressant d'avoir repéré, parce que c'est vrai que moi j'avais cette vision de la côte, la grosse côte raide, mais là tu me dis il y a une autre côte, il y a 5 km de montée avant. Donc, c'est quoi cette histoire? Ils ont fait quoi? Si t'as en fait entre le kilomètre 15 et le kilomètre 20 avant d'arriver à Versailles, t'as un très long, c'est plus qu'un faux plat, parce que moi je pensais que c'était un faux plat, mais en fait c'est quand même déjà bien raide. Donc là je pense qu'il faut faire au moins 30 secondes moins vite au kilomètre. Et donc là tu vas pas perdre forcément longtemps, tu vas perdre par exemple si tu prends 5 km avec 30 secondes de plus, bah tu vas perdre 2 minutes 30, donc c'est pas non plus énorme, mais il vaut mieux perdre ces 2 minutes 30 là que d'exploser complètement et de devoir marcher une grosse partie après le reste du marathon.
Donc globalement, ce que tu peux te dire, c'est que si tu fais 10 minutes de plus au total par rapport à un chrono record, bah, c'est que tu auras déjà bien géré ton marathon pour tous. Et puis si tu gères pas bien, bah, tu seras peut-être même 40 minutes au-delà de ton chrono record ou ton chrono cible. Ouais. Tu serais pas étonné d'avoir des gens qui soient 40 minutes ou au-delà par rapport à leur chrono cible sur cette course? Oui, complètement. Ben, moi, je le vois des fois, par exemple, pour des gens qui courent autour de 4 heures au marathon, parfois qui se sentent très bien jusqu'au semi. Donc, le premier marathon, il peut te faire en 1h45, et puis le deuxième, il peut te faire en 2h15. Ça fait un delta de 30 minutes, ce qui est pas rare hein, quand on se trouve pas bien sur un marathon. Là, si tu es obligé d'alterner marche-course sur une grosse partie parce que tu es vraiment très fatigué, c'est pas 30 minutes que tu vas perdre, mais c'est sur la deuxième partie, mais c'est peut-être 45 minutes, voire peut-être même 1 heure. Et donc là, ça fait des grosses différences à la fin et ça fait perdre beaucoup de temps à la fin. Donc vraiment, ouais, si j'ai un message à faire passer, c'est d'être vraiment le plus prudent possible jusqu'au kilomètre 30 et jusqu'à la deuxième côte. Ok. Tu dis qu'il y avait une montée raide. Et est-ce qu'il y a une descente raide de l'autre côté? Oui, sur la toute fin, ouais, enfin après le kilomètre 29, là, il y a 1,5 km qui est quand même assez raide. Donc là, c'est intéressant et dans les deux cas, en fait, que ce soit montée descente, c'est intéressant d'avoir fait du renforcement musculaire. C'est un de mes conseils principaux parce que les descentes, ça fait très mal aux jambes. Ceux qui font du trail le savent. Et donc là, faut vraiment avoir travaillé, faire de la PPG à l'entraînement. Et puis le plus possible aussi, c'est entraîner sur des parcours vallonnés. Alors si on habite en ville et qu'on n'a pas trop de parcours vallonnés, c'est pas forcément toutes les sorties, mais déjà 1 ou 2 sorties par semaine sur des terrains vallonnés, ça permet d'habituer son corps, d'habituer ses muscles. Et puis il peut y avoir quelques séances qu'on peut faire, des séances de côte courte par exemple en montée, voire des séances de descente qu'on peut faire pour habituer le corps à aller vite sur ces portions-là. Et vraiment de façon indispensable la préparation physique. Déjà en temps normal, on dit que c'est important, mais encore plus pour ceux qui font le marathon pour tous. Ouais, et là, tu as commencé à inquiéter ceux qui se disent ouais, je vais les pépères et tout et compagnie. Il y en a hein, en disant ouais, on va y aller pour les photos, pour l'ambiance, etc. C'est vrai que le cadre, et on parlera de l'heure tout à l'heure, parce que je pense qu'il y a un autre truc à parler sur l'heure de départ, parce que c'est encore un autre facteur qui va jouer. Mais c'est vrai que le parcours, ils ont fait un parcours qui est vraiment atypique dans le monde des marathons. Et alors moi vraiment, je suis impatient de savoir comment ça se passait pour les athlètes pendant les jeux, pendant la compétition des jeux, parce que je pense qu'il y aura quand même des grosses surprises. Celui qui sait pas gérer, comment ils vont s'entraîner à gérer. On avait parlé avec Félix Bourg en disant, tu t'entraînes à faire des cotes, qui effectivement ceux qui prévoyaient, alors qu'ils soient qualifiés ou pas, hein, parce que Félix, c'est vraiment pas sûr qu'il puisse y aller et tout, en disant bah il faut vraiment faire ce travail de dire oui, il va falloir s'entraîner à monter, s'entraîner comme en trail finalement, alors même si c'est pas les mêmes types de montée et de descente, mais par contre il faut avoir se dire il faut s'entraîner à monter, s'entraîner à descendre, casser de la fibre en descente aussi, hein, les faire à fond et pas en récupération comme quand on fait certaines séances de côte, mais vraiment dire peut-être qu'il faut monter tranquille et descendre vite dans certaines séances justement pour s'entraîner à faire ça, parce que c'est un parcours très atypique. Ouais, complètement. C'est vrai qu'on se dit ça va complètement chambouler l'ordre établi. Alors les Kenyans, ils ont en général quand ils s'entraînent à Iten, ils ont aussi des parcours qui sont très vallonnés, donc ils n'ont pas de difficulté à trouver des parcours identiques ou proches. Par contre, c'est vrai que la gestion de course, et je pense à des athlètes français, par exemple, alors Hassan Chadi, je sais pas s'il pourra participer, il est le 3e ou 4e français. C'est quelqu'un qui arrive à très très bien gérer. Par exemple, le championnat du monde, il arrive toujours à partir en fait de façon vraiment prudente, de remonter pour arriver quasiment systématiquement dans le top 8 comme au dernier championnat du monde. Et donc, je pense que par exemple, lui, ce serait quelqu'un qui serait vraiment très bon dans ce domaine-là. Et puis de retarder en fait un maximum la fatigue. Et donc là, je pense que les coureurs, les champions auront intérêt à rester dans le peloton le plus longtemps possible et surtout pas partir trop vite comme un amateur finalement, mais de façon encore plus prudente que d'habitude, comme c'est le cas aux Jeux Olympiques en général. Pour ceux qui partent un peu comme des couillons, dont je fais partie, hein, moi j'entends le coup de pistolet de départ, je pars n'importe comment. T'as une astuce pour partir tranquillou? En général, le premier kilomètre, c'est pas trop grave si tu pars un peu vite. Mais après, il faut regarder ta montre GPS. Alors parfois, quand on est dans un peloton, c'est des fois difficile d'avoir l'allure instantanée. Mais c'est vraiment de regarder en fait les chronos. Tu regardes au kilomètre 1, kilomètre 2, kilomètre 5, et vraiment de tenir à l'allure que tu as fait à l'entraînement. Parce que normalement, tu as fait des séances spécifiques marathon.
Et donc même si tu te sens super bien le jour de la course, tu restes sur tes allures séance spécifique marathon et surtout pas plus vite parce qu'à un moment donné tu vas le payer dans tous les cas. Ouais. Bon, alors, on a compris la vitesse spécifique. On va dire, hein, on a les calculateurs, à peu près. Une référence, faudrait quoi? Faudrait avoir une référence sur 10 et sur SMI, l'idéalement pour arriver à ce que les calculateurs ils donnent un temps qu'on aurait normalement sur du plat. Et on dit que c'est quand même la vitesse marathon qu'on va travailler, même si on sait qu'on va ralentir par moment. Exactement. Ce sera la vitesse que tu travailles parce que tu vas quand même la maintenir entre le kilomètre 0 et le kilomètre 15, puis après le kilomètre 30 idéalement. Donc tu as quand même une grosse partie du marathon qui va se courir à cette allure-là. Par contre, tu vas faire des entraînements vallonnés et quand tu fais ces entraînements vallonnés, bah là tu iras plutôt sur l'allure marathon plus 30 secondes. Et donc ouais, je pense que c'est ça le mieux en fait pour s'entraîner. Et puis après, comme tu l'as dit tout à l'heure, alors peut-être que tu allais y revenir, mais c'est vrai que c'est le soir, et c'est quelque chose qui est inhabituel de courir le soir. Donc la plupart des gens, on va tous partir à 21h, la plupart des gens vont finir après minuit. Donc ça veut dire qu'il faut habituer son corps à courir tard le soir. C'est pas quelque chose qu'on fait tous d'habitude. Certains on préfère courir le soir, mais surtout l'été, on va plutôt courir le matin ou en fin de journée. Mais là, il faudra véritablement s'être entraîné aussi à ces allures-là. Et le soir, parce que ça peut changer les repères. Et le corps est pas forcément habitué à s'entraîner ou à courir à ces horaires-là. Donc je pense que ça va aussi être un facteur déstabilisant. Et donc il faut l'avoir préparé à l'entraînement. Ouais. Et moi, tu vois, j'ai commencé à réfléchir à mon programme, j'ai fait une grosse mind map, dans laquelle j'ai mis tous les points, tout ça, en me disant, ouais, attends, il y a ce truc-là à surveiller. Et j'ai déjà commencé à prévenir en disant, à la maison, moi, j'ai des entraînements qui vont être, alors, pas au début, hein, mais un peu plus tard, là, quand on va se rentrer dans le plus spécifique, disant, non, il y a des soirs, j'irai courir à 21h. Déjà, en plus, l'été, bon, c'est vrai que c'est pas le moment où il fait le plus frais, 21h, parce qu'il y a la chaleur toute la journée, s'il a tapé fort, ça remonte. C'est pas le moment le plus frais. Par contre, au niveau des couleurs, hein, on est cool. Hein, on a les couchers de soleil, on a les belles couleurs, la golden hour, etc. C'est magnifique et tout. Faut juste pas passer vers les terrasses des restaurants et des bars, parce que sinon, ça sent les odeurs des pizzas qui remontent, et les trucs comme ça. Et tu sais pourquoi je dis ça? Parce que c'est un truc que j'ai vécu quand en club, on avait un camion de pizza au bout de la ligne droite. On faisait les séances de, tu sais, les séances de seuil, la petite seuil, là, tu sais, on fait des 2000, des 4000, etc. Et quand on faisait des 4000, on passait 2 fois devant le camion de pizza. Donc on faisait 3 ou 4 fois 4000. T'imagines à chaque fois qu'on passait dans le camion de pizza, et tout, t'avais ces odeurs qui remontaient. Donc tu sais, j'ai l'image de ce truc-là, de dire attention les parcours, si vous passez au milieu des terrasses, etc. Mais c'est vrai que par contre, je pense que y a beaucoup de gens qui n'auront pas l'habitude de courir à 21h jusque dans la nuit. Et courir de nuit, d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui le font très rarement, quoi. Ça aussi, il y a une espèce de facteur d'entraînement. Pour moi, à un moment, il va falloir mettre des séances où on va courir de nuit, quoi. Oui, pour moi, il y a deux choses. C'est effectivement quand tu cours la nuit, tu as l'impression que tu vas vite. Donc en fait, c'est très possible. Et du coup, tu disais, faut pas que je parte trop vite. Des fois, tu peux avoir l'impression en fait d'aller vite, mais la vision fait que et ton corps fait que tu vas un peu moins vite. Tu vas en général à peu près 10 secondes moins vite au kilomètre. Donc ça, faut s'être entraîné le soir pour s'être habitué à ça justement. Et puis, par exemple, je vais prendre l'exemple d'un ultra trail. Quand tu fais un ultra trail, c'est aussi recommandé de t'entraîner la nuit. Par contre, tu vas pas passer toute la nuit dehors à l'entraînement, c'est beaucoup trop fatigant. Donc de la même manière sur marathon, ce qu'il faut faire, c'est s'entraîner de temps en temps, comme tu vas le faire. C'est très bien. Il faut pas faire tous ces entraînements le soir et en particulier pas faire tous ces entraînements après minuit. Ce serait vraiment contre-productif et t'accumulerais un maximum de fatigue. C'est pas du tout le but. Par contre, de le faire une fois de temps en temps, et t'es pas forcément obligé d'aller courir après minuit. Tu vas courir à déjà 21h, 22h. Bah, il fait déjà bien nuit. Et puis ça simule un petit peu les conditions réelles. Et ça, tu vas le faire soit au choix, soit t'as pas envie de te faire très mal et tu vas plutôt le faire en endurance fondamentale. C'est déjà très bien. Pour moi, c'est déjà c'est ce que je vais faire. Je vais pas forcément faire des grosses séances à 22h parce que sinon après t'as pas trop envie de dormir et puis c'est compliqué. Donc franchement, surtout en semaine, c'est pas du tout conseillé de te faire ta très grosse séance de fractionné à 22h. Par contre, moi, j'ai plutôt faire de l'endurance fondamentale pour me préparer le soir. Puis si certains ont vraiment envie, ils peuvent quand même faire 1-2 séances à allure spécifique marathon. Mais ouais, faut le faire plutôt le vendredi soir pour ceux qui sont en week-end le samedi et le dimanche pour pouvoir bien récupérer et bien dormir le lendemain. Mais c'est vrai, et ça, t'as raison de le dire, par contre, parce que ceux qui n'ont jamais préparé de marathon,
quand ils rentrent dans la préparation marathon, peut-être qu'ils se rendent pas compte que le truc, c'est l'hygiène de vie autour de la préparation marathon qui est cruciale, parce que alors, les gens, ça va dépendre, mais toi, t'estimerais qu'il faudrait s'entraîner combien? Est-ce qu'il faut s'entraîner en temps ou en kilométrage moyen par semaine pour dire je suis prêt, tu vois? Quelqu'un qui court en 4 heures, tu vois, qui dit je vais courir un marathon entre 4 heures et 5 heures, on va dire. Tu vois, est-ce que tu vas le dire, il faudrait qu'il court un certain nombre de kilomètres par semaine ou un certain temps? Tu vois, comment tu jugerais un peu ça, toi? Plutôt en kilomètres, parce que tout le monde fait la distance du marathon, donc je raisonnerais plutôt en kilomètres. Donc le jour J, c'est 4295. Je pense que le strict minimum, c'est 40 kilomètres par semaine. Donc de faire en une semaine ce que tu vas faire en un jour. Pour moi, c'est quand tu fais un marathon, c'est vraiment le strict minimum. Et puis après, si tu as envie de te préparer un peu mieux, déjà de faire 60 kilomètres, déjà ça permet de bien, déjà de viser un chrono et une performance déjà intéressante pour son propre niveau. Et puis moi, par exemple, je fais plutôt 80 km par semaine, mais je sais que beaucoup de gens qui courent à peu près à mes chronos vont plutôt aller chercher des 100 ou 120 km par semaine. Je sais que au-delà de 80 km, j'accumule de la fatigue, et après je risque de me blesser. Donc ça m'arrive de faire quelques semaines, parfois à 100 km, mais c'est vraiment le grand max. Mais je sais que si je voulais vraiment optimiser et aller vraiment encore plus loin, il faudrait plutôt viser des semaines à 100 km. Mais après, ça peut être contre-productif. Et donc, moi, je préfère faire des séances de qualité, et puis pas trop rentrer dans la fatigue, et puis d'être prêt le jour de la course. Et c'est en particulier vrai dans les dernières semaines. Ça veut dire que la dernière semaine, il faut vraiment être relâché et avoir un maximum d'envie le jour de ta course. Donc, si t'es cramé et que t'as fait trop de kilomètres les 2 dernières semaines, c'est le meilleur moyen de pas avoir envie le jour de la course. Donc, moi, je fais exprès de vraiment mettre de lever le pied un maximum dans la dernière semaine, les 10 derniers jours. Et puis, bien soigner le sommeil. Et là, ce sera d'autant plus important de soigner le sommeil parce que ce sera tard le soir. Et donc, il faudra être en pleine forme. Et puis il y aura aussi forcément un facteur, c'est aussi la chaleur. On ne sait pas ce que sera le 10 août, le samedi 10 août, s'il fera beau ou s'il pleuvra. Mais a priori, il fera chaud. Il fera plus de 20 degrés a priori. S'il fait plus de 20 degrés en général pour un marathon, c'est un peu la chaleur, c'est l'ennemi du marathonien. Donc il y a un vrai risque aussi par rapport à la chaleur. En tout cas, le risque, il est surtout de pas se sentir bien. Et donc c'est aussi intéressant de s'entraîner quand il fait chaud. Et donc les soirs d'été en juin, juillet et peut-être tout début août, aller courir à 21h le soir quand il fait chaud, voilà, ce sera les conditions du jour de la course. Ouais, et alors, tu vois, là, je pense qu'il y a quand même un avantage de cette date-là, pour moi, c'est que justement, on va s'entraîner dans les conditions qui ressemblent à la condition de course. Je fais le distinguo par rapport au marathon de Paris, où on commence la préparation pendant plein hiver, surtout, alors, ceux qui se tapent des préparations sur 5-6 mois, ils se tapent tout l'hiver en préparation, les fêtes de Noël, le froid, la neige, etc. Et tu débarques mi-avril, ou des fois tu peux te choper 20 degrés. Alors des fois il fait froid, des fois il peut faire super chaud, tu as cette espèce de changement climatique qui peut avoir lieu. Là, franchement, les 3 mois de préparation qui nous restent, parce qu'on est à moins de 3 mois, un peu moins de 3 mois, on est dans des conditions qui ressemblent, où franchement, alors je vais pas dire il n'y a pas de surprise. À la limite, il y a eu surprise parce qu'il fait encore un peu frais là maintenant, alors qu'il commence à faire chaud, mais aujourd'hui j'avais 25 à la maison. Donc je me dis, ça commence à ressembler un petit peu aux conditions. Le mois de juin, juillet, normalement, c'est des mois qui sont chauds, donc il y aura pas de surprise sur le mois d'août. On sera acclimaté, on a de quoi s'acclimater si on court, je vais te dire, en France, quoi. Je parle pas de quelqu'un qui vivrait en Alaska ou en Norvège, pour ceux qui écoutent en Norvège, où il fait toujours un peu plus frais. Mais en tout cas, on est potentiellement, normalement, on est acclimaté si on court à peu près déjà, en dehors de celui qui court que la nuit à 3 heures du matin. Et on est acclimaté à la chaleur, quoi. Ouais, exactement. Puis faut pas vouloir en faire trop. Par exemple, tu vois, les gens pourraient se dire, il va faire entre 20 et 25 degrés le soir. Je vais aller courir le midi parce qu'à midi il fait 35 et c'est encore mieux parce que je serai encore plus habitué. Oui, c'est ok, tu peux le faire une fois dans la semaine, mais faut pas non plus basculer dans la fatigue. Et c'est vrai que je recommanderais pas d'aller courir en plein mois de juillet, en plein mois d'août à midi. Et des fois, le mieux est l'ennemi du bien. Et je pense que c'est une fausse bonne idée de pousser trop les conditions à l'extrême. Et donc en particulier par rapport à la chaleur. Il faut
approcher et toucher ces conditions pour que le corps soit prêt le jour de la course, mais il faut pas trop en faire et surtout pas courir sous 40 degrés et se faire sa séance de fractionné à ce moment-là, quoi. Alors, moi, tu vois, toi qui as fait le parcours, j'ai une question quand même. Moi, je connais pas la région parisienne. Enfin, j'ai travaillé 9 mois, mais ce côté-là, tu vois, Versailles, je suis passé une fois. C'est donc Paris, on connaît. On voit Paris, à quoi ça ressemble, etc. Quand on sort de Paris, là, pour la Versailles, ça ressemble à quoi? C'est de la petite route, il y a des arbres autour, c'est comment? Ouais, c'est des petites routes, enfin des petites rues. Au début, il y a des habitations sur les côtés, là, quand ça commence à monter. Mmh, Et puis à un moment donné, c'est un peu plus presque en sous-bois, presque. En tout cas, on voit mmh, des bois sur les côtés. Sur les côtés, on voit que c'est plus vraiment, enfin c'est plus Paris, c'est la région parisienne, mais c'est plus Paris. Et c'est un peu plus vert et presque un. Il y a parfois des moments où tu te dis que t'es presque sur un marathon de campagne, pas complètement, mmh, mais en tout cas t'es sur un marathon qui n'est pas intramuros, c'est qui est pas en pleine ville. Et moi, je trouve que c'est un côté qui est plutôt sympa. Certains avaient l'air de dire qu'ils auraient aimé courir uniquement dans Paris. Moi, je trouve que il est plutôt bien équilibré. On voit comme les monuments principaux de Paris. On passe juste à côté de la Tour Eiffel, et puis on passe au château de Versailles. Je trouve que c'est un parcours qui est nouveau et moi, j'ai trouvé sympa en tout cas. Après, mmh. moi, je t'avoue que la seule question que j'ai, et j'ai pas encore la réponse, c'est de savoir justement comment ce sera éclairé. Ouais. J'imagine qu'il faudra pas de frontal, mais ils n'ont pas encore communiqué là-dessus. Donc il y aura des endroits où ce sera très lumineux et d'autres endroits où a priori ce sera beaucoup moins lumineux et ça m'étonnerait qu'ils éclairent tout le parcours. Donc ça, j'ai pas encore la réponse, mais dès qu'on l'aura, on l'indiquera aussi auprès de notre communauté. Et puis toi aussi, j'imagine que tu le Mmh. feras aussi. Pour moi, c'est un peu la dernière interrogation que j'ai sur le parcours. Ouais, mais c'est vrai que c'est un critère. Tu vois, je me suis posé la question l'autre jour. Alors comme je suis pas trop dans le spécifique pour l'instant, je me suis dit, ouais, on s'inquiétera après de ça. C'est vrai que dans Paris, la frontale, t'en as pas besoin. Mais c'est vrai qu'il y a des parties. J'ai vu une photo en fait ou une vidéo, tu vois, d'Orange où il y avait Johan Durand qui dit bah voilà derrière il y a la côte, etc. J'ai vu cette route. J'ai dit mais j'ai pas vu d'éclairage sur la route. Tu vois, sur le coup, je me suis dit cette route là ou alors on voit pas trop l'éclairage. Je me suis posé la question. Et je me suis dit, tu vois, pour revenir sur la chaleur, il y a un truc, c'est qu'en ville, on a toujours cette chaleur étouffante. Hein. Et surtout avec ça chauffe, ça va accumuler toute la journée. Par contre, quand ça va sortir un peu plus dans les petites rues, puis si on a des arbres et tout, on peut quand même se dire, on peut, j'espère, espérer, qu'on ait quand même des zones où se fasse un peu plus frais, parce qu'on aura les arbres, on peut avoir peut-être un petit peu plus d'air, des choses comme ça, tu vois. On peut pas trop le parier dessus. Alors ceux qui connaissent très bien le coin pourront peut-être nous le dire. Et dans ce cas-là, venez mettre des commentaires, venez nous le dire, envoyez des messages, venez sur l'Amsterdam Running Club, etc. Venez raconter ça ou sur Motion. Mais on peut parier sur un peu ce truc-là. Mais tu vois, moi je me disais, il peut y avoir une espèce de côté où t'es étouffant au départ quand on part, et puis au fur et à mesure, ça va un peu se rafraîchir et tout. Et quand on reviendra un peu dans Paris, après, bah, on peut espérer qu'il fasse un peu moins chaud, tu vois, ou je sais pas comment tu vas le voir, mais c'est difficile à juger ça. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est très possible que ça soit pas un puits de chaleur effectivement sur ces endroits-là, qui serait du coup très agréable. Mm, Après, je pense que ça va dépendre aussi du facteur d'humidité. Parce que par exemple, quand c'est mm, humide, t'as pas l'impression de perdre beaucoup d'eau. En fait, tu transpires quand même pas mal. Et donc là, le facteur d'hydratation sera aussi très important. Donc, s'habituer aussi à boire le soir lors de ses entraînements, ce sera important. de Je pense que l'eau, ouais, de le l'eau, peut-être facteur de l'eau, boire de l'eau le soir. c'est ça. La bière, c'est après. Ce sera après la course. Mais ouais, plutôt de l'eau. Et ça, ouais, il faudra bien s'entraîner à boire le soir. Ouais. D'ailleurs, toi qui est plus, qui a bien repéré le truc et tout, Tu pourras dire ça. Tu peux dire ça à ta compagne que c'est recommandé de beaucoup boire le soir. Ouais. ouais, mais de l'eau. Mais de toute façon, moi je bois que de l'eau. Et j'ai même fait un épisode d'Épendance pour la nutrition en disant que la bière de récup était un mythe qui était inventé par le marketing, mais que en fait il y avait de récup que pas grand chose. Hein. Que les facteurs ne sont pas. Mais la science s'est penchée sur la Si, question quand même là-dessus. oui, je crois que les nutriments sont très bénéfiques, les nutriments qu'il y a dans la Mm, bière, mais que l'effet est bénéfique et contrebalancé par le fait de l'alcool et le fait de déshydratation de l'alcool. Donc il y a mm. des bières sans alcool ou avec très peu d'alcool qui existent pour la récup. Ouais.
D'accord. Et d'ailleurs, il y en a une, c'est un de vos voisins au salon du running, et je sais pas s'il l'avait goûté. Oui, Il s'était même passé dans qui va être mon associé, etc. Et tout. Le stand avait beaucoup de succès, franchement. Euh, on peut dire, les gens ont fait les repérages de ça, mais en tout cas, c'est vrai, je mettrai un lien parce que c'est vrai que j'en ai pas dans Sport Nutrition. Il y a le côté où on boit d'abord de l'eau et puis après on boit la bière, hein, parce que si oui, on compte se réhydrater que par la bière, la dose d'alcool va être tellement élevée que ça va être complètement contrebalancé. Mais la question que je me posais exactement. sur l'hydratation, c'est, je sais pas si toi t'as vu, parce que moi j'ai pas, comme je t'ai pas qualifié au départ, j'ai pas trop regardé. Est-ce qu'il y a des ravitaux dessus, comme sur Marathon de Paris, tous les 5 kilomètres ou quoi, ils ont communiqué là-dessus? Attends, c'est une très bonne question. J'ai le parcours sous les yeux. Si, il y a l'air d'en avoir tous les 2 km 5. Ah bah c'est une bonne surprise. J'avais pas Ah, préparé. c'est royal, tous les 2 km 5. Euh, ouais, je vois que c'est marqué Ouais. ravitaillement et eau. Donc il y a l'air d'avoir un ravitaillement solide tous les 5 km et puis tous les 2 km 5 de l'eau. Et Mmh. j'avoue que moi j'ai fait le marathon de Rome là il y a quelques mois. C'était C'était chaud. courant du mois de mars. Il faisait très Mmh. chaud. Par contre tous les 2 km 5 il y avait de l'eau et des éponges. Et c'est vrai que ça m'avait Ah, beaucoup aidé pour refroidir en fait avec les éponges tu te remets dans le cou. C'est vrai que ça aide pas mal. Donc là c'est effectivement c'est une très bonne surprise. Le comité d'organisation a très bien fait son travail. Donc c'est top. Ouais. Et donc là, mmh. faudra. Moi, ce que je recommande en fait, et c'est d'autant plus vrai sur quand on a ravito tous les 2 km 5, c'est de pas s'arrêter longtemps et en fait de boire quelques gorgées sur chaque ravito. Moi, j'essaye de jamais en rater un de ravitaillement, mais de prendre deux trois gorgées à chaque fois. Comme ça permet d'avoir un apport hydrique qui est régulier et puis d'éviter d'avoir mal au ventre parce que si tu bois je sais pas 25 centilitres d'un coup ou même plus, le risque c'est que ça te reste sur le ventre et que tu te sentes pas très bien. Donc le fait Mmh. de boire régulièrement c'est bien et pour des coureurs par exemple parce que la barrière horaire elle est de 6 heures par exemple et donc tu peux avoir quand tu fais 6 heures tous les 5 kilomètres tu peux avoir c'est plus de 30 minutes donc ça peut être Mmh. long quand tu as plus de 30 minutes d'écart entre deux ravitaillements. Là ça veut dire que ce sera plutôt entre 15 et 20 minutes entre chaque ravitaillement pour ces personnes-là. Je pense que c'est bien et sous réserve qu'il y ait assez d'eau parce que parfois il n'y a pas assez d'eau pour les derniers participants. Si en tout cas c'est assez bien organisé, qu'il y a assez bien d'eau, il n'y a pas forcément besoin de prendre une flasque parce que Mmh. les questions qui peuvent se poser c'est de savoir si je prends une flasque. J'aurais dit oui si c'était tous les 5 kilomètres parce que là tu vas avoir une durée importante entre les ravitaillements. Mais là, tous les 2,5 km, si c'est bien le cas et qu'il y a bien d'eau pour tout le monde, là, dans ce cas-là, il n'y a pas besoin de flasque. Ouais. Bon, j'ai fait un épisode de Sport Nutrition Ah où bon. justement, j'avais une question aussi sur ce sujet. Et c'est vrai que c'est intéressant le point que tu dis parce que c'est vrai qu'un coureur rapide, lui, il passe tous les 20 minutes ou 5 km, il s'en fout à peu près, quoi. Mais les coureurs en lent, c'est vrai que ça augmente, hein, ça augmente la durée. On est à plus de 30-35 minutes. Et puis, si on rajoute les zones avec les côtes, qui vont encore ralentir, c'est vrai qu'il y a un moment donné, on peut penser qu'un coureur ne verra pas de ravitaillement enfin, aurait pu ne pas avoir de ravitaillement pendant 45 minutes, par exemple, s'il y avait eu que tous les 5 kilomètres. Donc, le fait qu'il y ait de l'eau plus régulièrement est un bon point qui doit rassurer. Et c'est un grand débat quand même. L'histoire, est-ce que je prends un gilet d'hydratation, pas de gilet d'hydratation et tout, tu vois. Même moi, j'ai commencé à douter, tu vois. Je me suis dit, attends, comment faire, etc. et tout. Mais maintenant que tu me dis qu'il y a de l'eau tous les 2 km 5, écoute. Et sinon, tu sais ce qu'on fera? On t'apprend aux portes, on ira vendre droit à Versailles en disant, hey, vous n'avez pas de la flotte. C'est clair. Ouais. Donc, mais quand même, par contre, même si pendant la course on prend pas de gel d'hydratation, je pense que les gens, par contre, c'est une recommandation, hein, tu me diras ce que t'en penses, mais ceux qui vont aller courir le soir, faire leur sortie longue en soir, comme on disait, là, par contre, prenez bien de quoi boire, parce que c'est toujours une question de supporter la préparation, de bien récupérer et tout. Quand on va courir 3/4 d'heure, 1 heure, ça va, mais quand on part sur une sortie longue, euh, combien de temps maximum la sortie longue sur, tu vois, sur de la préparation de marathon là? Ça va dépendre des coureurs. Quelqu'un pour qui ce serait le premier marathon, déjà 2h30, c'est déjà pas mal. Hum, Quelqu'un qui est un peu plus expérimenté, tu peux allonger un petit peu, 2h45. Éventuellement 3 heures. Après, non, on conseille pas au-delà parce que tu as un risque quand même d'être vachement fatigué. Donc déjà 2h30, 2h45, c'est déjà pas mal. Mais évidemment, il faut tester. C'est en particulier à ces moments-là qu'il faut tester ses sorties, enfin son hydratation et son alimentation. Donc évidemment, quand tu cours plus de 2 heures à l'entraînement, il faut avoir une flasque.
Et l'avantage, c'est que ça te permet d'habituer ton corps à avoir un apport régulier en solide et en liquide. Donc, ouais, c'est vraiment des moments privilégiés pour tester tout son matériel. Comme en ultra trail, quand on fait des sorties en rando course, c'est à ce moment-là que tu testes tout. Et comme ça, t'as pas de surprise le jour de la course. Testez aussi vos écouteurs pour bien avoir des pilotes de kilomètre 42 dans les oreilles, pour bien en profiter. Non, je dis ça comme ça. On va savoir si faut faire des trucs. Ouais, carrément. Ouais. Bon. Tu cours avec les écouteurs, toi, sur un marathon? Eh ben, alors je vais te dire le truc, c'est que mon marathon de Paris, j'étais parti les écouteurs dans la poche, et quand c'était dur, j'ai ressorti les écouteurs, j'ai mis ma playlist, et je l'ai bien apprécié. Et sur mon 24 heures, j'ai fait la même chose, mais là j'avais alors une application qui n'existe plus qui s'appelle Oua Run. Tu te rappelles de Oua? Ouais, je connais. Tu l'avais rencontré, Oua. Et j'avais une playlist qui avait été faite par ceux qui écoutent le podcast, par la famille et tout. Et j'avais écouté les messages et j'avais écouté ça en pleine nuit, je me rappelle. Il m'avait foutu les larmes. Je vous le dis, ceux qui avaient mis les messages, vous m'avez fait pleurer ce jour-là. Et j'ai mis la musique, etc. et tout, et avec mes playlists. Et tu sais, dans mes playlists, j'ai toujours un truc. Moi, jeudi, j'ai Orelsan La Quête, tu sais, et j'ai toujours ça. Et quand ça va pas, j'ai un ou deux trucs musique comme ça. Par contre, j'évite de mettre au début pour profiter de l'ambiance. Et puis, comme j'ai des musiques un peu péchues, ça me met dans le piège là que tu disais là de partir comme un. Déjà que moi, quand ça part, je pars sur des crosses 7 bornes. Ça m'a posé quelques soucis quand même cette histoire-là. Mais ça se rattrape vite. Enfin, c'est pas très loin à rattraper. Mais voilà, donc j'évite la musique trop. Mais par contre, je sais qu'il y en a beaucoup qui écoutent parce que je sais qu'il y en a certains sur des potes qui ont fait des marathons récemment en écoutant le kilomètre 42 ou Sport Nutrition qui sont les playlists, etc. Donc il y aura des épisodes, comment dire, inédits à ce moment-là. Comme ça, je suis sûr que ceux qui voudront auront de quoi écouter. Tu pourrais faire en fonction des chronos visés. Comme ça, tu fais aussi visite touristique. Quand tu sais que au bout de 2 heures, tu passes à Versailles, par exemple, tu donnes le petit conseil, la petite info historique. Ici, vous êtes à Versailles, voici. Mais après, ça m'obligerait à aller monter à Paris, faire des reconnaissances, etc., et faire le truc et tout. Non, mais en tout cas, d'un point de vue mental, en tout cas, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que, en gros, le château de Versailles, il est en gros à peu près à 20 km ou 21. Ce qui fait que, en fait, quand tu arrives au bout, après, t'es sur le retour. Donc, je trouve que c'est pas mal en termes de visualisation. Ça veut dire que jusqu'au château de Versailles, même si t'as des montées, il faut essayer d'être le plus relâché possible et pas trop donner avant. Et puis, tu sais que sur le retour, en général, ça te booste quand tu sais que t'as fait la moitié. Et donc ouais, je trouve que c'est intéressant de se projeter, et puis justement, la musique pour certains peut aider, et d'autres, ont pas forcément besoin de musique pour se projeter et pour se motiver. Et outre les côtes, tiens, alors là, c'est une question, tu vois. Outre les côtes, est-ce que tu as vu un endroit du parcours où tu te dis là, quand même, c'est un peu pénible, parce qu'il y aurait une grande ligne droite interminable, parce qu'il y a un truc qui est pas très sympathique, parce que, tu vois, je vais te citer un exemple, parce que j'ai souvent cité l'histoire du Bois de Boulogne sur le marathon de Paris, qui est interminable, et c'est des trucs, tu te dis, putain, je vais jamais m'en sortir, en plus. Bref, est-ce que tu as vu dans le parcours un truc qui ressemblerait à ça, où tu te dis, putain là, ils vont nous mettre une ligne droite, parce qu'il y a des courses où je sais, parce qu'on en a parlé il y a pas longtemps et tout, il y a une course où tu as 3-4 bandes de ligne droite, putain, ça va jamais finir et tout. T'as un truc dans le genre là, tu te dis, ça, pour le mental, ça va taper un peu difficile. Je pense que c'est surtout les montées, ouais. En fait, la montée, dans un premier temps, t'imagines que ça va aller, et qu'en fait, elle est quand même vraiment longue. Donc, au bout d'un moment, t'en as quand même un peu marre, t'as vraiment envie qu'elle s'arrête. Je dirais que c'est surtout ça. Après, tu la vois pas tant forcément. Alors, c'est pas non plus des virages, mais je sais pas, la façon dont c'est fait, tu la vois pas non plus. Enfin, tu vois pas 5 km de montée, tu l'imagines pas comme ça. Mais c'est vrai que c'est quand même assez long. Et puis la deuxième montée aussi, elle est quand même bien raide. Et c'est assez drôle parce que je l'avais fait en reconnaissance là sur la semaine du marathon de Paris. Et puis même les voitures, en fait, en bas il y a un feu. Même les voitures, quand elles démarrent et qu'elles sont à l'arrêt au feu, certaines avaient du mal à monter. Et c'est là que je me suis dit, oui, c'est une sacrée côte. Quand le feu il était ouvert, ça va, elles étaient lancées, il n'y avait pas de problème. Mais pour, je sais pas, une voiture sur 5 peut-être, tu sentais déjà que ça manquait un peu de puissance, et que là, la côte, elle est véritablement dure. On va rigoler parce que ceux qui font du trail, c'est là où ils vont se sentir bien, tu vois. Et on va aller voir les trailers, ils vont se mettre à monter tout d'un coup, ils vont mettre les mains sur les jambes.
Vous allez voir monter comme du mobilette. Tous les autres qui font que du plat, ils vont être ratiboisés. Non, mais c'est vrai, et n'empêche que j'en plaisante, mais c'est vrai que vraiment, moi déjà, sur n'importe quelle course, même du plat, je dis les séances code, c'est intéressant pour développer musculation, pour développer la gestuelle, pour développer plein de trucs. Mais là, par contre, c'est vrai que ça a un vrai impact sur la capacité à monter plus facilement, à s'entraîner à monter, tout simplement. Bah, je pense que déjà dans tous les cas, un marathon, ça s'improvise pas. Il faut avoir un minimum d'entraînement. Je disais un minimum 40 km d'entraînement par semaine. Je pense que c'est important. Là, ce sera vraiment essentiel. Sinon, le vrai risque, c'est pas du tout de prendre de plaisir, parce que si t'es pas bien, en fait, t'as déjà mal. Bon, certains auront déjà mal aux jambes au kilomètre 15, mais si t'as déjà mal au kilomètre 15 et qu'en plus tu sais que derrière t'as pas fait le travail qu'il faut et que les 25 derniers kilomètres ce sera un calvaire, je pense que c'est pas sympa comme expérience. Donc vous allez penser que je prêche Run Motion Coach, mais sincèrement le fait de pas avoir d'entraînement adapté et personnalisé, pour moi c'est le pire qui puisse arriver sur un événement comme le marathon pour tous, parce que le but c'est de prendre du plaisir, et clairement tu prendras pas de plaisir si t'es pas préparé. Donc nous, dans l'application, tu choisis le nombre de jours d'entraînement que tu veux, et tu as un module PPG qui est bien fait, qui est juste à suivre, qui est facile à suivre. Tu rajoutes 1 ou 2 jours d'entraînement par semaine avec de la PPG, et puis ça permet d'avoir un entraînement bien adapté et bien optimisé pour le marathon pour tous. Tu disais, il faudrait faire quoi moi, je pars, tu vois, je me disais, ouais, 4 séances par semaine, ce que j'ai fait sur mon marathon de Paris, tu vois, et tout, à peu près, on est pas mal. Oui, c'est bien 4 entraînements par semaine. Ceux qui peuvent faire 5 ou 6, c'est encore mieux. Mais si aujourd'hui tu es à 3 entraînements semaine, passer à 4, c'est bien. Pas forcément passer à 5, parce qu'après, en termes de charge d'entraînement, ça te fait une augmentation qui est peut-être un peu trop importante. Mais 4 entraînements par semaine pour le marathon pour tous, c'est bien. Et moi, ce que je recommanderais, c'est de mettre aussi un jour de plus en PPG. Nous, on a des circuits d'une 30aine de minutes que tu peux faire chez toi. Un autre jour d'un jour de course à pied. Et là, voilà, si tu as déjà ça, c'est déjà très bien. Et puis après, ceux qui auraient envie aussi de rajouter un peu de vélo, ça peut aussi être intéressant. Voilà, mais déjà 4 entraînements semaine plus une séance de PPG, c'est très bien. Ouais. Moi, je dis, oh, si, je peux le dire. Oh, mince, je voulais pas le dire parce que j'avais prévu de le dire qu'un autre jour. Mais moi, j'étais parti. Hier, j'ai fait mon petit planning, tu vois, et j'ai mis 4 séances de course et 2 séances de vélo, plus PPG. Hein, voilà, dans mon histoire comme ça, là, Parfait, ouais. pour faire. Parce que, pourquoi le vélo? Parce qu'en fait, c'est pour accumuler un petit peu de temps d'entraînement facile, sans que ça casse et tout, mais de faire du cardio, d'allonger un peu les distances, de changer un petit peu, de changer de trucs, etc. Donc j'ai commencé à faire mes tableaux d'heures d'effort que ça fait dans ma semaine, pour les faire monter progressivement, en fait, petit à petit. Ouais, puis Et ça en permet de fait, c'est des travailler un heures peu la faciles, force quoi. aussi, le vélo. Et donc, dans le cadre d'un marathon avec fort dénivelé, je pense que c'est intéressant. Ouais. Bah, tu vois, d'ailleurs, hier, j'ai pas du tout prévu, mais je me suis retrouvé avec cette grosse montée. J'étais obligé de monter en danseuse et tout, en me disant, en forçant comme un malade sur les jambes. Et je me suis dit, bah, tiens, même sur mon vélo, je me remets à courir. Mais parce que par chez toi, tu dois avoir des endroits bien vallonnés, je pensais. Bah, le problème, c'est que moi, je ne sais pas ce que c'est le plat. L'autre jour, il y a une fois, quelqu'un, j'ai fait une séance, j'ai fait 5 km et 375 mètres de dénivelé. Il m'a dit, oh, bah, Yank, t'as fait une séance de côte? Et je dis, non, je suis parti de la maison, je suis monté sur la petite montagne, je suis redescendu. Ce n'est pas une difficulté. C'est vrai que ce n'est pas une difficulté. Et c'est une chance. Franchement, je dis, c'est une chance. Parce que ça permet de varier, ça permet de aller voir les trucs, etc. et tout. Et moi, faire des séances de côte, c'est pas le problème. À la limite, ça sera de trouver la côte qui sera, je vais essayer de chercher la côte, tu sais, qui ressemblerait à la fameuse côte à voir, mais avoir une côte longue, par contre. Parce que les gens, ça, c'est par contre, tu vois, l'espèce de faux plat, tu dis de 5 bornes, là, c'est pas commun, quand même, d'avoir ce type de faux plats, parce que souvent, on voit des côtes raides, on a des petites côtelettes, mais avoir un truc qui est long comme ça, parce que 5 bornes, à notre allure à nous, moi, je veux dire, ça va durer quoi? On va monter 40 minutes dans cette histoire-là, pour ceux qui courent en marathon en 4-5 heures, tu vois. Oui, c'est bien possible. Après, oui, les endroits que tu pourrais avoir, c'est par exemple des bas par exemple, quand tu as un col que tu peux faire à vélo, par exemple, même sans parler de col dans les Alpes, hein, mais déjà des cols voilà, à vélo qui font déjà de 4-5, enfin, au moins 4-5 km, tu peux partir là-dessus. Sauf que au lieu de le faire à vélo, tu le fais en courant. Ce qui fait qu'en général, les cols, ils ont
c'est une certaine progressivité. C'est rarement, sauf dans certains coins dans les Alpes où tu as plus de 10%, mais t'es souvent à 5-6% en début de col. Ouais, si tu as cette occasion-là, et si tu vois des choses que tu peux faire à vélo, et de les faire en courant, je pense que c'est pas mal. Comme tu dis, sur une durée, je sais pas, déjà entre 20 et 30 minutes, c'est déjà bien. Et puis après, des gens qui habitent dans des endroits qui sont vraiment plats, ça arrive. Dans ce cas-là, rajouter du vélo comme tu le fais et bien travailler la préparation physique, ouais, super important. Ouais. Ouais. Ou alors, ils investissent dans un tapis de course. Non? Oui, potentiellement. Inclinable. Non, alors, je dis, moi, alors, je vais te dire, L'avantage, c'est que tu peux courir chez toi ouais. à 23 heures sans problème et en plus, tu auras la chaleur parce qu'en général, tu as très chaud sur un tapis de course quand tu es à l'intérieur chez toi. Donc oui, peut-être que le meilleur peut-être endroit pour s'entraîner, c'est peut-être ce tapis de course incliné. Mais il y a peut-être pas besoin de dépenser 1500 ou 2000 euros pour avoir ce tapis de course. Je suis entièrement d'accord avec toi. Si je n'avais pas gagné un, parce que j'ai eu la chance d'en gagner un qui s'incline à 40% le bestiau, donc j'ai pas incliné encore. Hein. J'ai fini de le monter hier. Il pèse 192 kilos l'animal. Donc avant d'arriver à lui trouver une belle place, etc. Donc je remercie quand même. Enfin, c'est vrai que je l'ai gagné. En plus, je le dis parce que je gagne jamais à ces concours d'habitude. Et un jour, je participe, mais vraiment, j'avais même oublié. Et c'est un concours qu'avait fait Claude Colanta. Et un jour, je mon gars, je dis waouh, cool. Et puis quand j'ai eu le truc, je dis mais où je vais le mettre? Alors maintenant, il est monté, etc. Et c'est vrai qu'il y a l'inclinaison qui est super élevée. Il fait la descente aussi, tu vois, 6% de descente, etc. Et pourquoi j'en parle? Parce qu'un jour, on avait fait un épisode avec Antoine Miel sur l'entraînement en ville. Et il disait qu'il faisait du tapis justement, et je vois des gens en salle qui courent sur des montées et des descentes. Alors je dis pas, faut pas acheter un tapis de course, mais c'est vrai que ceux qui ont accès à un tapis de course en salle, à la limite peut-être pourraient tester un jour de voir ce que ça fait de monter pendant 10, 15 minutes, 20 minutes, plutôt que d'avoir que de la côte un peu courte, quoi. Juste histoire de tester ce que ça peut donner, quoi. Oui, carrément. Déjà, tu peux mettre jusqu'à 12% ou 13% qui est la côte qui aura lieu. Là, sera la deuxième côte qui fait presque un peu plus d'1 kilomètre. Alors la partie à 13%, elle est un peu moins de 1 kilomètre. Ça te permet de voir l'inclinaison maximale. Et puis sinon, plutôt t'entraîner comme si tu fais 20 ou 30 minutes. Pas sur cette inclinaison-là parce que là, c'est pas forcément utile. Mais à 5-6% comme c'est le reste pour le reste de la côte entre le kilomètre 15 et le kilomètre 20. Ouais. Je pense que c'est déjà bien. Ouais. Bon, voilà. Donc, si vous avez un tapis, ou si vous connaissez quelqu'un qui a un tapis, ou alors, il y a des salles qui font un petit entrée à 5 ou 10 euros la séance, la journée, et tout. Hop, vous pouvez avoir toujours tester, voir ce que ça peut faire, à vite. Peut-être, sinon, vous changez vos lieux de vacances pour cet été, au lieu d'aller courir, au lieu d'aller à la plage où c'est tout plat, vous choisissez des trucs où c'est vallonné. Venez en Auvergne. Donc, c'est vrai. Non, attends. Faut pas déconner, hein. Après, bon, il y a les Alpes, c'est sympa, etc. Enfin, voilà, mais bon, l'Auvergne, on a tout ce qu'il faut en terrain d'entraînement. On n'a pas trop parlé d'alimentation. Donc, quand t'as dit, il y a des points de ravito régulièrement qui sont prévus, hein, d'après les organisateurs et tout. Il y a quand même une question, et je pense que là, il faut s'entraîner aussi, c'est que départ à 21h, à quelle heure on mange? Tu mangeras à quelle heure, toi, ce jour-là? Avant? Très bonne question. Avant, quand je faisais de la piste, souvent je faisais un petit déjeuner normal, un gros déjeuner à midi et puis une assez grosse collation à 17h. Là, comment on peut faire? Normalement, faut manger 3 heures avant. Donc je pense qu'il faut manger normalement le petit déjeuner. Le midi, il faut manger normalement. Et après, tu fais soit un dîner très léger à 18h, soit une grosse collation à 18h. Et après, moi, ce que je fais toujours, parce que bon, faut pas non plus trop manger, donc c'est pour ça que je dis soit petit dîner ou grosse collation. Et moi, ce que je fais toujours un quart d'heure avant, c'est de prendre une purée pour remettre un peu de glucides, parce qu'en fait, avec le stress, ça vient déjà te manger un peu une partie de ton stock de glucides. Donc, de partir tout de suite avec quelque chose dans le ventre qui est hyper digeste. Donc, une purée, en général, ça fonctionne bien. Et puis pas attendre trop longtemps avant de prendre soit ses premiers gels ou ses premières purées. D'autres peuvent aussi préférer parfois des bars ou des raisins secs ou des choses comme ça. Et en tout cas de manger assez vite effectivement dans la course. Non, mais c'est vrai que ça fait partie des questions un peu pièges, hein, et souvent les gens, quand on a des courses le soir, c'est pas facile. Moi, je sais que j'adorais faire les courses de nuit, courses de soir et tout. Mais alors, une fois sur deux, je me suis retrouvé avec le ventre en vrac parce que, à pas savoir trop, soit on a peur de pas avoir assez, on mange
trop et finalement on le digère pas, ou on mange pas au bon moment, ou alors on n'a pas faim au moment où il faudrait manger, parce que c'est vrai que cette histoire de collation, moi mon petit goûter il est à 16h, après je le décale, je peux le décaler à 18h, c'est pas un problème, surtout pour une tartine de purée de cacahuètes, c'est pas de beurre cacahuète, c'est pas un souci pour moi. Mais c'est vrai que cette question-là, pour beaucoup de gens, en fait, ça va être un petit point d'interrogation de se dire, bah tiens, il va falloir, en plus, on va pas être chez nous, hein, il y a des voyages, on va être soit chez des amis, soit Airbnb, soit hôtel, soit je sais pas où et tout. Donc ça va pas être si simple que ça, je veux dire. Puis la logistique, je sais pas combien de temps il va falloir être avant sur le départ. Enfin, il y a tout un tas de petites interrogations qui rajoutent du stress en plus. Et c'est vrai que t'as raison, hein, ça bouffe beaucoup d'énergie, ça. Hein. Et en tout cas, faut surtout pas trop manger parce que le risque c'est d'avoir un point de côté dès que tu démarres. Et c'est quand même très souvent en fait, on mange très souvent trop que pas assez. Donc vaut mieux manger un petit peu moins et puis prendre une purée 15 minutes avant ta course. Voilà, pour moi c'est vraiment le gros risque, c'est en plus quand on est stressé. Alors quand on n'est plus à son premier marathon, on est forcément un peu moins stressé. Quand on sait qu'on est bien préparé, on est aussi un peu moins stressé. Mais il y a toujours quand même ce petit stress qui fait qu'au niveau digestif, c'est toujours un peu compliqué. Comme tu dis, tu manges rarement chez toi ou tu fais rarement ce que tu veux. Il faut en tout cas pas trop manger de fibres avant la course. Ça, c'est sur ce qu'on recommande sur marathon. Et puis pas trop modifier la veille de course. Pareil, il faut pas trop modifier sa façon de manger parce que sinon ça peut créer des désordres digestifs. Et donc voilà, c'est le pire qui puisse arriver. En plus, quand c'est le soir, quand il y a de la chaleur et tout, c'est toujours un peu compliqué. Donc, vaut mieux partir un peu plus léger et manger un peu plus vite. Déjà à partir du kilomètre 10, c'est déjà bien. Pas forcément avant, mais déjà à partir du kilomètre 10, déjà prendre des premiers apports nutritifs, en plus de l'hydratation. Ouais. T'as des recommandations, toi, sur tu parles de purée, mais c'est quoi comme purée? T'as un goût particulier? T'as un truc? Alors, je sais pas si je peux citer des marques. Ça dépend lesquelles. Tu me diras. Alors, non, moi, j'aime bien les purées Baou, qui vient des Alpes. Donc, Baou, c'est bon. En plus, j'ai eu François en invité, François Trail. Tu connais François? Qui bosse chez eux. Donc, on a fait un épisode justement sur ses aventures, etc. et tout. Donc, ça va. Parce que nous, on est pas très loin, on est à Chambéry en Savoie, qui est d'ailleurs, toi tu m'as dit, en lieu d'entraînement, j'ai rien voulu dire sur l'Auvergne, qui est un formidable terrain d'entraînement. La Savoie, c'est bien aussi parce que tu peux avoir accès à la montagne et puis les pistes cyclables au bord du lac du Bourget. Donc, on est pas mal aussi. Et en fait, moi, je prends plutôt ces purées-là pour démarrer. J'en prends en général une première au kilomètre 10 et puis une deuxième au kilomètre 20. Et puis après, je bascule sur des gels parce que ça reste aussi assez simple à manger en deuxième partie de course. Mais je le fais pas trop tôt parce que le risque, c'est d'avoir un apport glucidique très important et après d'avoir après le pic de glycémie, en fait, c'est d'avoir un déficit ensuite de taux de sucre dans le sang. Donc ça, j'évite de manger un gel tout de suite. Mais il y a des gens qui supportent de manger 6-7 gels. S'ils y arrivent, tant mieux pour eux. Ils peuvent le faire, mais en tout cas, il faut leur tester à l'entraînement. Et puis pour beaucoup de gens, en fait, de démarrer par des purées, des choses plus digestes, et puis de finir par les gels, c'est aussi une bonne stratégie. Donc moi, c'est ce que je fais, c'est ce que je recommanderais, et en particulier avant la course, de prendre une purée bien digeste. Alors moi, j'aime bien la purée banane kiwi, par exemple. Je trouve que ça me va bien. Après, il y a des gens, ils aiment pas la banane, donc ils prendront une autre purée, peut-être au poire ou à la pomme. Mais en tout cas, prendre une purée un peu avant, je trouve que c'est un bon compromis. Ouais, et puis ceux qui veulent, il y a du salé aussi, hein, dans les notamment chez eux. Hein. C'est pas les seuls, mais il y a du salé pour ceux qui voudraient un truc qui ressemble un peu plus à l'apéro sans être de l'apéro, parce que bon, il y a une course à faire quand même. Hein, c'est pas tout ça, mais le truc. Il faut. Non, mais c'est vrai que sur le côté digeste, t'as raison. Hein, c'est un truc à anticiper, hein, de voir comment ça. Il faut s'entraîner, faut voir comment on le digère. Est-ce qu'on aime le goût, pas le goût. Moi, je sais que j'avais dit, parce que j'aime bien j'adore la patate douce. Ils en ont une la patate douce, mais sur mon 24 heures à la fin, au bout d'un moment, il y a des trucs qui saturent aussi. C'est pour ça que c'est bien de varier, d'avoir différents trucs, de dire, bah tiens, je peux varier, avoir un truc qui peut se croquer, enfin, des trucs aussi un petit peu différents. Ça m'amène à une autre question, parce que qui dit marathon dit mur potentiel, et là, on parle pas que du mur qui va monter, on parle du mur potentiel qui, normalement, il arrive
quand même plutôt vers le 30e, ou enfin, ça varie entre 30 et 40. Tu penses qu'il peut arriver plus tôt, là, le mur, chez les gens, là? Oui, des fois même on voit des gens qui au kilomètre 25-26 prennent le mur. Alors en Mhm. général, alors ce qui se passe, j'en ai discuté hier avec un copain avec qui je me suis entraîné, c'est qu'en fait tu vois que tu commences à être moins bien. Après tout l'enjeu sur marathon, c'est d'essayer de limiter cette casse. Mhm. Donc déjà de ralentir de 10 secondes au kilomètre, ben, ça permet déjà de se sentir un peu mieux et donc de retarder un petit peu la fatigue extrême. Parce que la vraie difficulté, le vrai problème du mur, c'est quand tu commences à perdre 30 secondes au kilomètre, 45 Mhm. secondes, voire parfois 1 minute au kilomètre. Ben après c'est long, hein, quand il te reste 15 kilomètres, tu perds 15 minutes. Euh, donc, parfois même des gens peuvent même avoir un mur encore plus gros. Donc c'est en gros c'est comment tu sens que tu commences à pas être bien. Différentes choses que te le disent, c'est que tu commences à avoir un peu moins d'énergie, tu commences à avoir les jambes qui se durcissent. Donc là, Mhm. plutôt que de vouloir absolument garder cette allure-là, tu vas volontairement passer sur la vitesse du dessous, avec déjà 10 secondes au kilomètre. Et puis des fois, ça peut suffire. En fait, des fois, d'aller 10 secondes moins vite, ça te permet en fait d'aller au bout à cette allure-là. Donc, auquel cas, t'as perdu que 10 secondes au kilomètre pendant 15 kilomètres et c'est très bien. T'as vachement limité la casse. Faut essayer de savoir quand est-ce que ça arrive. Mais là, en tout cas, ce qu'on pourrait imaginer, c'est quelqu'un qui part vraiment trop vite entre kilomètre 15 et kilomètre 20. Bah, en fait, déjà au kilomètre 21, il soit complètement Oui. cuit Ouais, et c'est que tu ça, quoi. chopes le mur à ce moment-là, en fait. Et donc là, Mhm. le deuxième semi-marathon, il va être très long et très compliqué, ouais, si t'es vraiment cuit au kilomètre 21. Ouais, c'est-à-dire Donc, que si tu vois le château de Versailles et que t'es déjà cuit, le retour, il va être long, quoi. ouais, c'est clair. Non, c'est clair. Après, idéalement, sur un marathon, sur semi, t'es censé être facile. Là, Mhm. probablement que tu seras entamé un peu plus tôt et que tu seras pas vraiment facile au kilomètre 21. Mais Mhm. il y a une différence entre pas être très facile et être complètement cuit. Et si tu es complètement cuit, bah, évidemment, faut essayer d'aller au bout. Et puis voilà, tu vas quand même tout donner parce que c'est le jour de la course. Mais je pense que tu vas vivre un moment de solitude pendant le deuxième semi. Ouais. Donc, vaut mieux partir quand même prudemment Mhm. pour éviter ça. Ouais. Ouais. Mais qu'est-ce que tu penses des stratégies type Cyrano, alternance course-marche et tout, tu vois? Et notamment sur pour ceux qui l'auraient jamais fait, qui sont là pour participer, tu vois, on disait, temps 6 heures max, c'est faisable en alternance course-marche, hein, soyons très clairs. Surtout avec les parties montées, où plutôt que de monter les rythmes cardiaques, on pourrait se dire, bah, dès que le rythme cardiaque passe un certain stade, hop, je le redescends et puis je repars en marchant. On pourrait l'avoir sur une stratégie de dire, on peut faire de l'alternance au moins sur les parties les plus complexes. Ouais, complètement. Alors moi, je pense que, par exemple, sur trail, moi, ce qui m'arrive, c'est que parfois, en fait, au bout d'un kilomètre, quand ça commence à être raide, ben, à ce moment-là, tu ressens le besoin de marcher. Donc, quand tu as Hmm. envie de marcher, tu marches. Et après, tu peux avoir en fait différentes phases. Idéalement, faut pas marcher toute la montée parce que là, pour le coup, tu vas quand même perdre pas mal de temps. Par Hmm. contre, tu vas alterner. Des fois, dans les jambes, tu sens en fait que tu as besoin de marcher. Donc, quand tu as vraiment besoin de marcher, tu marches. Parfois, il suffit de marcher de 50 mètres et de retrouver l'énergie dans les jambes et de pouvoir repartir. Donc là, dans ce cas, tu repars courir. Normalement, au niveau cardiaque, tu es censé être redescendu un peu parce que c'est censé être plus facile. Et donc, tu auras un peu mieux récupéré au niveau des jambes et tu auras une fréquence cardiaque qui aura diminué. Quand tu te sens à nouveau bien, tu repars. Et donc, d'avoir une alternance marche-course dans ces côtes-là, je pense que c'est intéressant. Voilà. Mais par contre, pas partir dans l'optique de je marche toute la montée, mais bien une alternance marche-course dans ces montées-là. Je pense que ce serait positif de faire comme ça. Ouais. Ouais. Oui, parce que plutôt que d'avoir un rythme cardiaque qui monte et qu'on n'arrive pas à le faire baisser, puis on s'épuise et puis en fait on se rend compte qu'au bout d'un moment on va faire doubler par un mec qui marche. Ce qui arrive très souvent sur trail, ceux qui font du trail, Ouais. qui viennent de la route, qui font du trail, qui s'évertuent à monter en courant les montées et qui se font doubler par un mec qui est en train de marcher ou une dame est en train de marcher, savent à quel point c'est désespérant ce truc, mais je l'avais dit hein, un jour, puis d'autres l'ont dit, c'est la montagne gagne toujours, la montée gagne toujours au bout d'un moment, elle finit par te, il y a une question même de gravité, j'ai envie de dire, au bout d'un moment tu peux pas monter toujours à la même vitesse, sinon ce serait trop, à part Kylian Jornet, hein. T'as vu de son temps son marathon avec la montée, là, il tape un espèce de truc en 3 heures avec le dénivelé pas possible, à part lui qui Ouais. accélère quand ça grimpe. Ouais, ben, en trail, surtout quand tu viens de la route, la piste, le plus dur, c'est d'apprendre à marcher.
mais je suis complètement d'accord avec toi que c'est super important de savoir marcher et d'alterner marche-course. Sur trail, c'est une évidence. Tout trailer te dira ça. Effectivement, je pense que sur le marathon pour tous, moi, une des premiers réflexes que je me suis dit, c'était qu'effectivement, pour beaucoup, l'alternance marche-course, ça peut être un bon moyen justement de passer ces difficultés sans trop de souffrance. Et je t'avoue même que moi, quand je l'ai repéré, alors je l'ai fait avec Guillaume, on était à 12 km/h. Pour nous, c'est de l'endurance fondamentale, donc on est censé être facile sur ces allures. J'étais déjà plus du tout à 12 km/h dans la montée, j'étais en dessous de 10 km/h et à la fin, j'étais fatigué, donc j'ai même marché sur une trentaine de mètres, quoi. Donc moi, le jour de la course, je vais essayer de ne pas marcher, mais par contre, c'est possible que si je suis vraiment fatigué, que j'ai aussi besoin de marcher. Et le tout, c'est de ne pas marcher trop longtemps, c'est de marcher pour moi une cinquantaine de mètres, histoire de retrouver par exemple la forme, et puis après repartir. Mais c'est ok pour quelqu'un qui est un peu moins habitué que moi ou qui court un peu moins vite, de faire aussi cette stratégie, et de le faire dès le début en fait, dès le début de la montée. Ouais. Mesdames et messieurs, je voudrais bien que vous écoutiez ce que vient de dire Romain, parce que ça peut être, certains vont dire oui, mais moi je veux courir tout le long, et peuvent le voir comme une défaite de devoir marcher par moment. Moi je vois plutôt comme une stratégie. Et une stratégie, on le disait dans les montées, mais s'il fait très chaud, on disait tout à l'heure, le problème c'est de la transpiration, c'est la déshydratation, c'est la surchauffe. Quand il fait très très chaud, le fait de marcher fait aussi partie des stratégies qui permettent de gérer sa température corporelle, de pas partir en surchauffe, etc. et tout. Donc, ne le voyez pas comme une défaite. Voyez-le comme, moi je le vois sincèrement comme une stratégie. Dans mes stratégies, dans mon petit, ma fameuse mind map, je l'ai marqué, méthode Cyrano, alternance. Alors après, avec quelle vitesse, etc., c'est des gestions. Mais je pense qu'effectivement, on peut se dire que sur les 15 premiers kilomètres, comme tu disais, on peut être en course et le gérer. Et qu'après, on peut l'avoir comme une stratégie qu'on doit travailler dans ce cas. Alors moi, je dis, pour que ça soit pas une défaite, on travaille, on s'entraîne à passer de l'un à l'autre, de voir ce que ça fait, quelle vitesse on marche, comment on fait et tout. On peut le tester dans des séances. On parlait tout à l'heure des séances de côte. On pourrait faire des séances de côte. On s'entraîne à faire ça, cet entraînement de passage comme ça. Ça a un gros avantage, c'est que si on garde de l'énergie, on en a plus pour le plat, il y en a plus pour la descente. Et c'est là où en plus c'est rageant de se faire doubler en descente par des gens qui lâchent les chevaux et tout, et nous d'avoir les jambes qui crament. Donc d'où l'intérêt PPG, entraînement en descente, de le faire. Mais c'est intéressant aussi de l'avoir sur le plat, de avoir de l'énergie, de garder l'énergie, donc de pas en cramer trop avant. Et ce qui marche très bien sur du trail, c'est vrai que sur ces côtes-là, on peut se dire, on peut l'utiliser à condition, pour moi, de le faire comme une stratégie et de pas le voir comme une défaite. Parce qu'il y en a qui disent, je ne marcherai jamais. Et je fais référence, tu sais, même avec, comment s'appelle, j'ai perdu son nom, Murazaki. T'as lu son livre, comment tu dis le pas Murazaki. Le coureur japonais, non, Oui, le coureur japonais, l'auteur japonais, tu sais, qui a... oui, c'est pas la solitude du coureur de fond, non? Ouais, voilà. La solitude du coureur de fond. Éloge du coureur de fond, je sais pas comment, etc. Je sais plus comment, autobiographie, un coureur de fond. Et tu sais qu'à la fin, il dit un truc qu'il veut mettre sur sa tombe, qu'on mette sur sa tombe, le coureur qui ne marchait jamais. Quand j'ai écouté ce truc-là, je dis, mais après, c'est une philosophie, c'est un truc, etc. Mais je pense quand même que... Non, mais par exemple, je vais faire le parallèle avec le trail. Avec le trail, c'est un peu pareil. Soit tu te dis, je donne tout dans la montée, sauf qu'en fait, si tu donnes tout dans la montée, très souvent, quand tu arrives à un col, tu as une montée, puis derrière, tu as une descente. En fait, ce qui se peut se passer, c'est si tu donnes tout dans la montée, quand tu es vraiment tout en haut, t'as un énorme besoin de récupérer parce qu'en fait, t'es complètement oxy, t'as mal aux jambes, t'as la fréquence cardiaque au max. Et des fois, t'es obligé de marcher sur le plat alors que tu t'es presque efforcé de courir presque tout le long. Et en fait, le début de la descente, il est horrible parce que, en fait, t'es vraiment fatigué, en fait, avant d'attaquer la descente. Et donc, il vaut mieux très souvent temporiser juste avant le haut de la montée, pour pouvoir relancer quand tu es en haut de la montée et sur le début de la descente. Et donc là, effectivement, c'est un peu pareil, où il vaut mieux pas tout donner dans la montée pour pouvoir relancer derrière. Et donc, pour ne pas tout donner dans la montée, le fait de marcher, ça peut être intéressant, ou en tout cas de bien réduire son allure de course pour d'autres coureurs. Je pense que c'est déjà suffisant et c'est déjà très bien. Donc, je vais réparer mon erreur. C'est
Haruki Murakami, et c'est autoportrait de l'auteur en coureur de fond. Voilà, comme ça, on Ah pourra oui. pas dire la police des bouquins écorchés. Et en plus, j'adorais ce bouquin, mais c'est vrai que j'avais été très, 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 très surpris par cette logique-là, qui est vraiment dans sa logique d'entraînement, sa logique de vie, etc. aussi, hein, de dire non, non, je vais le faire comme ça, qui est aussi sa philosophie. Et c'est vrai qu'il peut marcher sur du marathon classique, et il y en a beaucoup qui vont s'efforcer de le faire. Et je l'ai vu il y a pas très longtemps, hein, de gens qui disaient non, non, ouais, je suis content, je voulais pas marcher, je voulais pas marcher, je voulais pas marcher. Mais qui vrai que là, moi, je le verrais plutôt comme une espèce de stratégie, en tout cas, en se disant sur ce type de course, sur ce type il y a les montées, il y a la chaleur, euh, les conditions, on verra ce que ça peut être, etc. Hein, on sait pas. Et puis, moi, tu sais, je suis toujours un peu méfiant avec la chaleur quand on a très soif, parce si on peut avoir très soif, c'est vrai que le coup de faire attention à pas boire trop, c'est quand même un truc. Mm. Et puis surtout si quelqu'un nous tendait une bouteille, s'il y a de l'eau fraîche sur le bord de la route ou je sais pas quoi, c'est quand même un truc pour déglinguer le ventre C'est clair. en quelques minutes. Et là, tu sais, C'est je sais pas clair. si t'as déjà lu le livre, tu sais, de Mon Canapé à la course la plus dure du monde, tu sais, de Chouinard, Ah non, non, j'ai pas lu. où il explique que quand il s'entraînait à ça, il courait le marathon, enfin il courait dans les rues de Paris le matin et tout, et puis qu'il buvait un grand verre d'eau froide, une grande bouteille d'eau froide en arrivant, et que direction les toilettes directement, parce que ça faisait purge. Donc méfiance avec la chaleur, c'est qu'on a tendance à vouloir boire frais, alors que faudrait plutôt Mm. boire température ambiante, ou garder l'eau dans la bouche à un moment s'il est un peu fraîche, pour pas avoir cette espèce de choc thermique intérieur, d'un corps en surchauffe avec une eau fraîche. Ouais, complètement, ouais. Complètement. Bon, bah écoute, on a quand même fait un bon tour de trucs. Euh, c'est vrai, on va répéter. Donc, déjà, il faut s'entraîner. Ça, c'est le premier point. Mm. Les montées, elles sont là. De toute façon, il faut s'entraîner à les monter. Hein, on peut pas les éviter. Hein, il y a pas de téléphérique, il y a pas de truc comme ça. C'est le principe. C'est le parcours. On l'a voulu, on les a eus. PPG, tu as dit, super Ouais, super, important. super Hein. important, ouais. Mm. Déjà, c'est important on va dire c'est important dans la course en général. Mais c'est encore plus important sur marathon. Et c'est encore plus important sur ce marathon-là. On est d'accord? Exactement, ouais. Exactement. Très bien résumé. Merci. Tu pourras m'embaucher comme quatrième coach dans ton application. Euh, les conseils du hamster. Tu sais, ils choisiront après Socrate et compagnie. Tu mettras hamster Bertrand à la fin. Je suis bienveillant, mais pas trop quand même. Faut quand même y aller un petit peu. Ensuite, essayer de s'entraîner aux heures de la course pour ne serait-ce que voir ce que c'est de courir à 21h, etc. D'essayer de faire de la sortie longue. Et t'as un très bon conseil que je retiens de dire attention. C'est vrai que pour le sommeil, après, si on fait un truc, on est à fond, fond, fond. Pour dormir derrière, c'est mortel. Et si le lendemain matin, il faut Mm. se lever et qu'on a fait une nuit, on n'a pas bien dormi, tout, c'est la galère. Et pour la récupération est tellement importante que il faut vraiment. Moi, ma recommandation, c'est SAM, hein, tu sais, sommeil, alimentation, mouvement. Donc sur le sommeil, Mm. tout le monde au lit à 22h. Hein. Ouais, hop, les petites terrasses et compagnie, hop. Non, après, ils font bien ce qu'ils veulent, mais sommeil, c'est important. Ouais, surtout les jours précédents, hein. Les jours Ouais. précédents la course. Mm. Sur les jours précédents, sur même, tu sais, je le dis souvent aussi, hein, pour ceux, les veilles de sortie longue, avoir une bonne nuit pour faire ta sortie longue, c'est quand même mieux, tu te sens mieux pour faire ta course, ta sortie longue, etc. T'es quand même plus confortable, tu te sens mieux, c'est cool. Il y a une question que tout le monde se pose toujours, c'est est-ce qu'il faut forcément faire un semi-marathon avant de faire un marathon? Qu'est-ce que t'en penses, toi, avec ton expérience? Je pense que c'est bien quand même de le faire pour bien connaître les allures et savoir à quelle allure tu peux partir. Je pense que c'est quand même intéressant. C'est pas forcément essentiel, hein. Tu peux déjà faire des Mm. 20 km. Si tu fais 20 km de Paris, tu pourras considérer que c'est un semi-marathon. Euh, mais oui, le fait d'avoir fait l'entraînement, c'est quand même, enfin de l'avoir fait pardon en préparation, c'est quand même important. Moi, je me rappelle Mm. très bien de mon premier semi. Alors, j'avais pas du tout cette préparation-là, mais j'ai vraiment eu très mal aux jambes à partir du kilomètre 14. Donc ça permet déjà de goûter un petit peu aux douleurs que tu peux avoir sur marathon. Après, t'as plus d'entraînement en général pour ton marathon. Donc heureusement, les douleurs, tu les as pas tout de suite, tu les as pas au kilomètre 14, mais tu les as plus tard. Je pense que c'est quand même intéressant, même en termes de gestion de l'effort, nutrition, parce que en général sur un semi-marathon, tu vas aussi chercher tes premiers gels sur une course. T'es obligé de t'hydrater aussi. Donc je pense Mm. qu'un semi, c'est une bonne répétition. En général, ce qu'on recommande, c'est d'en faire 3 semaines à un mois avant. Soit tu le fais à fond, soit tu le fais un peu plus vite que ton allure marathon.
mais c'est toujours un bon moyen de se jauger et de connaître son état de forme. Mm. J'ai une question subsidiaire. Est-ce que tu crois que la stratégie de dire je vais faire la deuxième partie de la course plus rapidement que la première, tu peux le calculer comme ça, vu le dénivelé, vu que dans les premiers, t'as quand même dans les 20 premières bandes, t'as quand même de la montée. Forcément, j'ai envie de dire, la deuxième partie, théoriquement, devrait être plus rapide. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Sauf si t'es trop fatigué sur la première partie. Dans ce cas-là, il y a de bonnes chances que tu sois plutôt en positive split de façon même très importante. Mais t'as raison, sur le papier, tu pourrais au moins équilibrer, voire peut-être faire le deuxième partie un peu plus vite. Et ça, c'est uniquement si t'es parti prudemment et que t'as vraiment géré très calmement la première montée. Ouais. Parce qu'effectivement, tu seras en haut, tu seras au point max en termes de dénivelé, donc tu auras plutôt de la descente. Oui, après, tu as cette borne de faux plat descendant. Oui, ça peut. Ça peut. Enfin, je te mets au défi en tout cas. J'espère que cette fois-ci, tu partiras prudemment et que tu arriveras à faire un négatif split sur ce marathon. Ouais. Eh ben écoute, moi le negative split c'est un truc que je connais pas. Tu sais, moi j'ai une stratégie, c'est la stratégie de l'euphorie. Tu connais la stratégie de l'euphorie? Je sais pas si tout le monde la connaît. C'est je pars vite, ensuite je stabilise et à la fin je termine plus vite. Mais la stabilisation au milieu sur un marathon, j'en ai fait qu'un donc c'est compliqué. Mais sur semi-marathon, la stabilisation, ça passe à peu près, mis à part qu'il y a toujours un petit trou au 19e kilomètre. Là, il y a une espèce de petit trou au 19e kilomètre en disant mais qu'est-ce que je fous là? Et puis après, hop, ça repart et ça revient et ça finit comme un lapin. Et pour raconter quand même une anecdote sur ce que tu racontais sur le mur, au marathon de Paris, quand même, j'ai pris le mur assez tôt et tout. Et après avoir fait un kilomètre très très lent, j'ai fait mon kilomètre le plus rapide au 31e kilomètre. Et alors derrière, je me suis pris un coup de bambou. Là, et attention, c'est que c'est vrai qu'on peut avoir les sensations que tu dis là, hein, mais après d'ailleurs, on a l'impression que ça repart, ça va mieux, on dit hop et tout. Et par contre, on a le deuxième coup de bambou qui peut arriver. Et celui-là, par contre, il a fait mal. Donc c'est vrai que j'étais pas en négatif split. Mais là, je me dis qu'avec la descente, avec un peu de chance, c'est vraiment le marathon, c'est vraiment une course de patience, effectivement. Ouais. Donc, faudra pas tout donner dans la descente là au kilomètre 30, c'est clair. Ah punaise. Bon, écoute, hein. C'est bien. En tout cas, ça va faire plaisir de te voir là-bas et puis de voir plein de gens unis par cette passion du marathon, et on aura tous, je pense, une petite appréhension au départ. Ce sera vraiment cool de se voir à ce moment-là. Ouais, et puis tu sais, moi je me dis, on sera tous champions olympiques de notre monde ce jour-là en fait. C'est-à-dire que c'est vraiment une occasion unique. Et franchement, ce que je disais, j'étais dégoûté, tu vois, de voir ces challenges, ces kilomètres, mes 300 000 points. Puis, à quoi ils servent? Ces 71 challenges, aller courir, enchaîner. Tu vois. Un jour, j'ai même enchaîné 2 semi-marathons, enfin en 2 jours d'affilée, tu vois, pour avoir les challenges, etc. et tout. J'ai dit, putain, ça arrive pas. C'est vrai que quand même, c'est une chance de pouvoir te dire, de vivre ce genre de course, de faire ce truc-là, parce que c'est la première fois sur les Jeux Olympiques qu'il y a une version open. Ça a été fait en championnat du monde, hein, je crois, ou championnat d'Europe, si je me trompe pas. Mais c'est, voilà, déjà, les Jeux Olympiques à Paris, on connaît pas. On reconnaîtra pas, en tout cas, de mon vivant, hein, parce que ça va pas arriver de sitôt. Toi, dans les Alpes, normalement, Oui, t'as une deuxième version qui arrive dans pas longtemps. Après, tu pourras aller voir l'hiver. Dans les Alpes, vous en aurez une version 2. En 2030, ouais, a priori. En 2030, a priori, hein, si tout se passe bien. Donc, à la limite, bon, les Alpes, on a la même région, hein. Auvergne-Rhône-Alpes, ils feront peut-être pas d'épreuves ouvertes à tous, peut-être du ski de fond. Ouais. Non, ça serait sympa, mais je pense pas. Ça serait sympa. Ouais, ça serait peut-être plus compliqué à gérer au niveau de la neige, de l'enneigement, etc. Donc, c'est vrai que c'est quand même une course qui sera mythique en elle-même, moi je trouve. Tu vois, je le dis très clairement, hein, sur le truc. Il y a un truc dont on n'a pas parlé, c'est la pollution. On n'a pas parlé de la pollution. On peut pas s'entraîner à courir. Est-ce qu'il faut aller s'entraîner à courir en ville et tout? Est-ce que tu as trouvé que, comment dire, la respiration dans Paris quand tu as couru était facile par rapport à toi qui as l'habitude du grand air de Chambéry? Enfin, grand air, je sais pas, le grand air de Chambéry. C'est une bonne question. En tout cas, moi je me rappelle sur le marathon de Paris, en tout cas, le fait que t'aies pas de voiture à un instant T, ça quand même, je pense que les particules elles redescendent, donc t'as pas vraiment l'impression alors peut-être que je l'ai jamais fait dans un pic de pollution non plus, mais en tout cas t'as pas forcément cette impression-là. Je pense que c'est plutôt quand t'es en circulation normale où là tu peux ressentir ça. Mais j'ai pas vraiment, pas trop. Après non, évidemment, comme j'ai dit aussi tout à l'heure, faut pas se mettre en danger, donc il faut pas forcément aller courir, demander à un pote de
de sortir une moto ou une voiture devant et puis d'aller courir dans les pots d'échappement. Je suis pas sûr que ça soit la meilleure idée. Donc non, faudra s'habituer aux conditions, enfin, faudra faire avec les conditions du jour, mais on espère qu'il y aura pas trop de pollution. Ouais. Ouais. Et il y a un truc qui est bien, c'est que ce sera peut-être plus difficile pour ceux qui vont faire le triathlon dans la Seine, où là, ce sera compliqué d'échapper à la pollution. Ouais. C'est ce que j'allais te dire. Et il vaut mieux faire le marathon open que le triathlon open, parce qu'alors, la Seine, déjà, ils ont trouvé un Macabé il y a pas très longtemps dedans. Et tu sais qu'il y a un film qui sort sur Netflix, il y a un triathlon dans la Seine et avec un requin dans la Seine. Je te jure que les mecs qui font les Jeux Olympiques, si jamais c'est les dents de la mer dans la Seine, et avec la mer de Paris qui dit, il y aura absolument le triathlon, etc. et tout, je te jure que, à mon avis, le mec qui fait les Jeux, il voit le film, je sais pas s'il plonge. C'est clair. Bref, c'était pour l'anecdote. Alors, écoute, Romain, en tout cas, je te remercie parce que c'est vrai que là, tu nous as éclairé et tout. On le dit, on était vraiment spécifique sur marathon pour tous et autres, mais il y a beaucoup des conseils que tu as donnés qui marchent pour d'autres, hein, les prédictions, essayer de planifier son temps, l'alimentation, la nutrition, s'entraîner à peu près aux horaires, PPG et tout. Bien entendu, qu'est-ce que je peux te dire, on va tous aller sur OneMotion, hein. Il y a un plan. Il y a une question que je t'ai pas posée quand même, c'est que on est à 3 mois, tout petit peu moins de 3 mois du marathon. C'est quoi le bon temps de préparation pour ceux que tu vois qui, là, franchement, pour marathon pour tous, faut s'y mettre quand même, hein, pour si à 3 mois. Oui, là, il va rester 12 semaines, ouais, c'est vraiment le moment. Faut pas tarder, quoi. Ouais. Donc pour ceux qui n'ont pas déjà un plan en cours, je crois que le site vient de sortir un plan papier, donc qui est pas forcément très adaptatif. Donc si vous venez de le voir, peut-être que vous pouvez encore passer sur OneMotion. C'est en tout cas le moment, en tout cas 12 semaines avant, pour s'entraîner comme il faut. Après, ce sera un peu tard. Mais dans l'appli, tu pouvais même rentrer déjà il y a 2 ou 3 mois en arrière pour ceux qui l'utilisent déjà et qui savaient qu'ils allaient être pris pour le marathon pour tous. Certains le préparent déjà depuis un moment. En tout cas, c'est pas trop tard. Je pense jusqu'à 10 semaines, on peut encore. Après, ça va commencer à être un peu juste. Ouais. 10 semaines, si t'es bien entraîné, franchement, moi, alors là, tu vois, je reviens de blessure, donc c'est plus compliqué. J'aurais bien avoir 2-3 semaines de plus, ça m'aurait bien arrangé dans l'histoire, pour une fois. Mais j'ai fait le marathon Paris, j'ai fait sur 10 semaines, mon 24 heures, je préparais sur 10 semaines. On avait parlé avec Bruno Hubi sur les préparations sur 10 semaines. Si tu t'entraînes, si t'as bien déjà le bon niveau, que t'as pas besoin de monter ton kilométrage très fort, celui qui court déjà 50 bornes par semaine ou 60 bornes par semaine, sur 10 semaines, à mon avis, il le passe. C'est vrai que si tu pars de zéro, il faut beaucoup plus, hein. Là, on est d'accord entre nous. Oui, puis en tout cas, il y a surtout un piège à pas faire, c'est de se dire, par exemple, tu te réveilles un mois avant, t'es passé entraîné, c'est ok jusqu'à 2 semaines avant la course, mais les 2 dernières semaines, faut surtout pas trop en faire parce que le risque c'est d'être complètement fatigué. Donc il y a quand même une durée incompressible. C'est si tu veux te mettre un gros entraînement entre la semaine 10 et la semaine 2 avant la compétition, tu peux le faire même avec un entraînement tardif. Par contre, il faut respecter ça parce que c'est souvent le piège aussi qui est fait par des coureurs qui démarrent un peu tard, c'est de vouloir en faire un maximum jusqu'à 2 jours avant la course. Et là, tu arrives complètement cramé. Ouais, ils veulent rattraper, absolument. Et finalement, ça se rattrape pas et ça se crée en fatigue et c'est là où on se crame et on se grille. Donc, pour ceux qui voudraient, parce qu'il y en a d'autres qui ont préparé d'autres marathons, et tu sais, parce que toute l'année, toi tu dis Valence en fin d'année, t'en auras un autre. Tu les prépares sur combien de semaines, toi, tes marathons? Moi, pas beaucoup en avance, souvent 12 semaines, ouais, 12-14 semaines. 12 ou 14 Là, j'ai semaines. vraiment démarré la semaine dernière, ça va faire 13 semaines. Voilà. Ouais. T'es superstitieux, toi, hein. Ouais, mais ça bien. Moi, c'était ma semaine 0. J'ai mis ma semaine 0 parce que quand j'ai dit, oh punaise, il va falloir que je manie un peu les fesses maintenant de y aller. Donc, j'ai créé une semaine 0 avant d'aller voir. Alors, en toute honnêteté, je vais te dire, je suis même pas allé voir sur Roadmotion s'il y avait le plan, tu vois, pour aller chercher le plan, etc. J'ai commencé à calculer mes trucs, mon planning, mon organisation. Et je le dis pour ceux qui préparent quand même. Sur la question de l'organisation, c'est pas négligeable cette histoire-là. C'est-à-dire que on parlait de 3 séances, 4 séances. C'est un des premiers trucs, je pense, à vraiment caler son organisation, savoir les jours on y va. L'histoire de prévoir les soirs, si on va courir un soir, je pense que c'est, il faut le savoir, hein, tu vois. Moi, je me dis, je vais aller courir le mardi soir parce que j'ai mis ma fille le lendemain, elle a école, mais elle a pas école le mercredi, donc ou alors, tu vois, je pourrais y aller le vendredi soir, ce sera plus simple. Mais ces histoires d'organisation, je pense, c'est important de les caler, d'avoir son rythme, de savoir quel jour on y va, etc. Et ensuite de rentrer ça dans
de prendre un programme, par exemple chez RunMotion. Oui, puis nous, par exemple, tu exportes sur Garmin, par exemple, ou sur d'autres fournisseurs de montres, et après ça s'intègre dans ton agenda. Donc là, t'as pas de raison d'oublier finalement. Et toi, t'es un grand adepte justement de la routine et les petites actions font les grandes, ou les petits ruisseaux font les grandes rivières. Je pense que c'est important de l'intégrer en fait dans sa routine et dans sa semaine. Et donc le fait comme tu dis, de déjà se fixer 4 entraînements dans la semaine et de pouvoir les intégrer dans son agenda, c'est pratique. Ouais. Et d'ailleurs, ce qui me permet de faire la jonction avec l'épisode de la semaine prochaine, normalement, on parlera justement des trucs connectés, des trucs un peu geeks, etc. Et tu sais même pas, mais en fait, on a parlé de vous avec mon invité, parce que mon invité, je l'ai mis sur RunMotion. Tu sais pourquoi? Et je le dis parce que franchement, il y a un truc, cocorico. Je t'ai pas demandé de chèque pour le dire, mais franchement, ça fait 2 épisodes d'affilée, on va parler de vous bien. C'est pour ceux qui ont une Apple Watch. Vous avez été quand même une des premières applications au monde à mettre les plans d'entraînement et le suivi des sorties directement sur l'Apple Watch. Quand même, faut le dire, ce truc. Ouais, carrément. C'est vrai que nous on est une équipe qui est très tech, donc qui adore regarder en fait ce qui se fait et notamment sur l'Apple Watch. C'est vrai que ça permet quand même pas mal de choses en termes de développement. On avait même créé en fait une app spécifique au sein de l'Apple Watch. Alors maintenant, depuis le mois d'octobre, je crois, maintenant c'est directement dans l'app exercice, donc c'est encore plus simple pour des gens qui sont titulaires d'une Apple Watch. Et donc ouais, pour nous c'est important de toujours en fait rester à l'écoute de nos utilisateurs. Et donc c'était une demande qui était faite par pas mal de gens, et notamment les gens qui ont des Apple Watch. Et donc ouais, pour nous c'est vraiment important de toujours écouter en fait ce besoin-là, que ça soit en termes de technologie ou en termes d'entraînement. Et donc l'application, ça fait plus de 6 ans qu'elle existe. On est déjà sur la 7e version de l'application, donc on essaye d'avoir des choses vraiment, des mises à jour très régulières. Et puis d'ailleurs j'ai un scoop, j'avais pas spécialement prévu d'en parler, mais on a une nouvelle version qui va sortir là. Et donc là on va mieux prendre en compte l'état de forme des personnes, et puis même pour les publics féminins, prendre en compte la gestion des cycles menstruels, parce que ça peut avoir un impact sur l'entraînement. Et donc on vise toujours plus de personnalisation dans l'application. Et donc c'est notre feuille de route dans les prochaines semaines, en même temps que la préparation pour le marathon pour tous. Eh ben écoute, merci pour le scoop. Et puis après, bientôt, il y aura le coach Bertrand qui sera rajouté dedans. Exactement. Alors, un tout petit peu philosophe, pas trop vache, mais un petit peu, le mec un petit peu psychorigide sur les habitudes et tout. Qui va t'engueuler si tu fais un écart. Si t'as pas bien dormi, avec ton Apple Watch, il va le savoir et tu vas recevoir une notification pour te dire que t'as pas assez dormi. Ouais, mais mon invité avait une super suggestion de fonctionnalité en fait sur la planification en disant vous connaissez tous les entraînements, pourquoi vous n'avez pas une molette qui me placerait mes entraînements là où j'ai du temps, là où je peux courir, là où je peux me reposer, où j'ai pas de réunion, etc. Je dis écoute, je vais lui parler, tu vois, donc c'est fait, j'ai passé le message. Mais c'est vrai que cette fonction sur l'Apple Watch, je le dis parce que il y a beaucoup de gens qui disent ouais mais l'Apple Watch c'est pas fait le monde pour courir, etc. Et pour courir un marathon, l'Apple Watch tu peux largement le faire, pour s'entraîner on peut largement le faire. Et ce genre de fonctionnalité, n'empêche, rend l'Apple Watch comme étant une montre qui peut vraiment faire l'entraînement, pour ceux qui ont un doute là-dessus. Et c'est vrai que moi, lui, il est en train de chercher dans plein de trucs, tu écouteras l'épisode la semaine prochaine, tu vois. Il cherchait dans plein d'applications, il avait des espèces de synchronisation dans tous les sens. Et je reçois le message d'Apple, je lui dis, teste ça, et il a pris un abonnement chez vous, justement, parce que c'est un coup, vous lui avez simplifié la vie. Donc ça sera dans l'épisode de la semaine prochaine. J'écouterai ça avec attention alors. Voilà, ce sera un épisode plutôt geek sur tout ce qui est monde, sur tout ce qui est application, sur le parcours aussi de comment un coureur se met à courir plus à cause ou aidé en tout cas par tous ces geekeries, etc. Donc Gaëtan, je te fais un petit coucou parce que tu vois, ça m'a permis d'avoir des billes comme ça. Et puis bien sûr, je mettrai les liens dans les notes de l'épisode vers l'application. Vous avez un compte Instagram, vous avez du tweet, si Twitter, X. Oui, c'est Instagram, pas trop Twitter. On a une chaîne YouTube où justement on a fait une vidéo sur le marathon pour tous, et puis Facebook aussi, mais c'est principalement maintenant Instagram et puis YouTube. Ouais, TikTok, non, pas TikTok. Si un petit peu. On a essayé l'année dernière. On a fait un très gros démarrage. Puis là on est en train de toucher le mur. Là c'est un peu plus dur en ce moment, mais on essaye de
dans tous les cas, c'est donner un maximum de contenu utile pour la communauté des coureurs. Ouais. Donc, TikTok, c'est soit ça marche bien, soit ça marche pas. Il n'y a pas de milieu. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et puis, je le répète, le livre, Ma Bible du running, du trail et du marathon, qui est chouette, hein, franchement, il y a tous les trucs, et il y a les exercices et tout. Tiens, il y a une question oh putain, j'en ai encore une, je suis désolé. Faut-il ou pas s'échauffer avant un marathon? Je sais pas si la réponse est dans le livre. Peut-être, elle y est peut-être. Moi, ce que je fais, c'est que je vais quand même courir 5 minutes, 5 à 10 minutes pour les jambes, en fait, pour me dégourdir les jambes. Et puis, je fais quand même 1 ou 2 lignes droites à l'allure de la course pour justement, toi aussi qui cherches ton allure de course au début, pour être vraiment sûr de connaître l'allure le jour de la course. Et puis, j'en fais surtout pas trop parce qu'en plus, c'est très souvent que tu dois arriver 40 minutes avant sur la ligne de départ. Donc, si tu t'étais beaucoup échauffé, de toute façon, ton rythme cardiaque avant la course, il est redescendu. Donc, t'as pas forcément une grande utilité. C'est surtout de faire un peu de mobilité articulaire et de bouger un peu. Et c'est pour ça que je recommande de courir 5-10 minutes et puis faire ces quelques lignes droites à l'allure de la course. Ouais. Et puis, je l'ai dit dans le livre parce qu'il y a la grande maladie des coureurs. Tout le monde a des périostites en ce moment. J'en vois tellement de périostites. Je ne sais pas sur l'application RunMotion si vous avez un nombre de personnes. J'espère que vous n'en avez pas trop des gens qui ont des périostites, mais c'est fou. Et moi, je l'ai eu avant mon marathon. Et sur Fred, sur Instagram, le nombre de gens qui me contactent comme ça. Comment t'as fait? Comment ça fait? Etc. Ça fait partie des grandes blessures quand même, hein, ce truc-là. Et dans les préparations marathon, quand on en fait un peu trop, là, qu'on dose pas trop le stress mécanique, là, qu'on en fait un peu beaucoup, l'augmentation du volume, en général, ça pardonne pas trop, hein. Oui, il y a ça. Et puis le syndrome de l'essuie-glace aussi, qui est quand même assez courant chez les coureurs et en particulier quand tu augmentes la distance. Donc, pareil, la solution, c'est la PPG. Ouais. Pas que pour aller vite ou plus de force, mais justement pour avoir un développement harmonieux. Et puis, plus t'es fort, en fait, et moins tu risques la blessure. Et ça serait dommage, hein, quand même, d'avoir le dossard et de pas pouvoir être au début de la course parce qu'on s'est blessé par ce genre de truc. Autant il y en a d'autres, on peut les refaire. Autant celle-ci, celle-ci, on peut pas la refaire. Donc, moi, je l'ai dit dans l'épisode de dimanche qui présentait, parce que j'ai de nouveaux épisodes qui vont arriver tous les dimanches avec mon bilan de ma semaine, et je le dis, l'enjeu, le premier enjeu d'une telle course, mais de n'importe quel marathon, c'est déjà d'être au départ et en pleine possession de ses moyens, en tout cas au maximum de ce qu'on peut faire, pour qu'ensuite le reste se déroule bien et que ce soit une belle cerise sur le gâteau de la préparation en club. Voilà. Eh ben écoute, sur ce, carrément, hein, très très beau mot de la fin, oui. Parfait. N'est-ce pas? Je te remercie, toi. Et toi, je suis en train d'essayer de te montrer que je peux être le coach, non, le 4e coach, coach Bertrand. En attendant, si vous avez besoin de coach Bertrand, bah vous me trouvez moi sur les réseaux sociaux @BertrandSoulier. Voilà, hein, c'est dit. Je mettrai tous les liens de l'épisode vers, déjà vers l'application, pour ceux qui voudraient suivre les programmes, pour ceux qui voudraient voir les conseils, la chaîne YouTube, etc. Je mettrai tous les liens. Je te remercie beaucoup, Romain. C'était un grand plaisir Merci à toi, Bertrand, avec grand plaisir aussi. Et du coup, j'écouterai l'épisode avec Gaëtan la semaine prochaine. Ouais. Et puis, ce que tu verras, on a parlé de toute la technologie et tout, et c'est vrai qu'il y a des trucs qui sont intéressants dans l'évolution du matériel. Et puis je pense que mais ça, vous allez sûrement très bien en parler la semaine prochaine. Je pense que la technologie est véritablement une aide en fait à l'entraînement. Et certes, il faut pas être non plus esclave de sa montre et aussi fonctionner un petit peu avec ses sensations, mais en tout cas, c'est une véritable aide pour progresser et puis réussir ses objectifs. Eh ben écoute, toi aussi c'est une belle conclusion. Merci beaucoup Romain. Et puis écoutez, n'hésitez pas si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter RunMotion si vous voulez voir un petit peu si vous avez des questions, allez voir la vidéo sur la chaîne YouTube, le compte Instagram, je mets bien sûr tous les liens. Moi, je vais continuer ma petite prépa, hein, j'ai enregistré tous mes petits trucs, etc. Je vais tester voir quand même sur mon tapis, est-ce que ça fait la cote à 13%, histoire de voir pour avoir un petit rendu, puis pouvoir ensuite voir ce que j'ai autour de la maison qui ressemblerait à peu près à ce genre de pente. Ça permet de repérer, hein, d'avoir une espèce de petit repère en tout cas. Je te remercie beaucoup du temps passé. Fais un petit coucou à ton frère aussi, hein, au passage. Et puis nous, on se retrouve le samedi pour le conseil. Le dimanche, donc maintenant, jusqu'au marathon pour tous, le dimanche, l'épisode où je fais mon petit bilan de la semaine. Qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas fait, comment j'ai roulé, combien j'ai fait de squat, est-ce que j'ai bien fait ma PPG. Vous le saurez chaque dimanche dans les épisodes.
Et puis la semaine prochaine, maintenant que je l'ai dit, ça sera avec notre ami plutôt geek, ouais, plutôt très geek. Et vous verrez, il y a même une anecdote, c'est comment un jour il est allé courir alors qu'il n'avait pas trop envie, mais que son Apple Watch l'a forcé à aller courir. J'en dis pas plus parce que mais ça montre bien que la technologie peut être une aide à l'entraînement et vraiment une très grande aide. Et c'est très très intéressant. Merci Romain, ciao ciao. Merci à tous, ciao.